Voilà, transition. Parfait. On se retrouve donc ce soir. Attends, je te remets le son. Avec Idargos qui a rétabli la connexion. Il nous est revenu d'Iran où il a passé voilà, la nuit dans les geôles du régime pour ses photos sur le territoire iranien. Du coup, donc, on reprend où on en était. Petite coupure voilà, due à la connexion, tant pis. En soi, c'est peut-être même pas plus mal parce que je ne sais même pas si on aurait réussi à le caler en 2 épisodes. Tu vois, à vrai dire, on en était au bout d'une heure. Donc, on en était. On avait parlé de Cambyse et donc effectivement de l'extension territoriale sur l'Égypte. On en était à Darius et la scénographie à destination à la fois du divin et puis bon bah ce qui nous en reste peut-être du populo, rien pour ainsi dire. Donc voilà, et on allait attaquer donc Darius et peut-être les guerres médiques, c'est ça? Mmh. Tout à fait, absolument. Donc effectivement, enfin, bon, j'avais voulu quand même mettre un petit peu la fameuse, la fameuse inscription de Beistoun, parce que c'est justement, enfin, ça exalte bien évidemment le rôle de Darius Ier, mais bon, à travers lui, c'est quand même un peu, l'ensemble de la dynastie qui est glorifié. Et c'est d'ailleurs amusant parce qu'évidemment, on voit Darius donc, à gauche, plus grand que tout le monde, hein, bien sûr, avec bon, le pied sur un de ses ennemis, notamment celui-ci en particulier, c'est celui qui était qui a usurpé le trône de Perse, et lui, Darius, il a bien évidemment remis la royauté dans le droit chemin en punissant ce méchant, et avec tous les rois, soi-disant les rois menteurs. Donc les rois menteurs, c'est-à-dire en fait les rois rebelles, ou même les dynastes rebelles, parce que c'était pas vraiment tous des rois, mais c'était des dynastes rebelles. Donc il les a tous mis en file indienne, hein, regardez, je suis beau, je suis fort, je suis grand. D'autant plus que lui, typiquement, ne fait pas partie de la famille ni de Cyrus, ni de Cambyse. Cambyse était le fils de Cyrus, Darius, pas du tout. Lui, c'est peut-être vaguement un cousin éloigné, mais guère plus. Enfin, même est un usurpateur, hein. Sauf que c'est un usurpateur qui a réussi. Et donc, il fallait qu'il se devait donc de mettre en scène sa réussite. Voilà, bon, ça c'était pour un petit côté propagandiste. Par contre, l'image suivante, donc, si je ne m'abuse, donc Beastoon 3, c'est uniquement pour, en fait, pour mettre en situation. Voilà. L'inscription que vous venez de voir, elle est là-haut, en fait. Elle est à 100 mètres de haut. Donc, comme on disait la dernière fois, pas fait pour que les gens puissent le lire, bien évidemment, mais il n'en reste pas moins. C'est un témoignage, donc, comme tu disais, à la face des dieux, et quand même à la face du peuple, quand même, parce que malgré tout, même si les gens ne pouvaient pas lire ce qui est marqué, il est bien entendu qu'il y avait des reproductions qui étaient plus ou moins affichées dans les villes, alors pas forcément dans tous les villages, mais dans les villes. Donc les gens savaient quand même plus ou moins ce qui était raconté là-dedans, même si, sans le savoir, ils pouvaient forcément s'en douter. Voilà. Et donc Oui, ça, c'est pour et montrer la... puis l'image est importante, parce que comme dans la plupart des sociétés, savoir lire doit être, j'imagine, une prérogative exclusive à l'aristocratie et au clergé, Alors, quoi. même plus que... Ouais, c'est plutôt même, en l'occurrence, pour les Perses, c'est même plutôt le clergé, Mm. ce qu'on appelle, enfin, ce que les historiographes et lexicographes grecs ont appelé les mages. Mm. Qui forment, bon, évidemment, une caste moitié sacerdotale, moitié administrative, moitié... Bon, c'est un peu un mix, mais essentiellement, c'est eux qui maîtrisent le savoir et la transmission du savoir. Et d'ailleurs, la, ouais, la transmission du savoir, et puis et l'élaboration par des fausses déclarations, y compris par la propagande, hein, voilà, tout ça. Ils faisaient un peu tout, quoi. C'était un petit peu les bonhommes à tout faire, pour bien évidemment soutenir on va dire la dynastie, et en tout cas l'idéologie. Oui, bah, au service du pouvoir, hein, c'est normal. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Hmm. Donc ce brave Darius, bah voilà, il a conquis enfin, un certain nombre de terres, et à un moment donné, il se retrouve à se frotter aux Grecs. Alors, il commence par les Thraces, qu'on voit donc sur la carte effectivement des guerres médiques.
Il commence par les Thraces. Bon, il va les conquérir, voilà. Les Macédoniens, et oui, les Macédoniens qu'on retrouve plus tard, bah, les Macédoniens, bah, ils payent tribut. Ils payent tribut. Alors, ils sont pas englobés dans l'Empire, mais on va dire, c'est un peuple tributaire. Donc, ils ont conservé leur bien sûr, mais ils payent tribut. Donc ce sont des fidèles partisans zélés, tant que faire se peut, de l'Empire perse. Donc c'est aussi pour ça que les Grecs ont jamais trop apprécié, alors en plus que ce soit des barbares, hein, bien sûr, ils sont à plus de 30 kilomètres, donc c'est forcément des barbares, mais aussi parce que c'était des fidèles soutiens de la monarchie perse. Et du coup, notre ami Darius a d'abord se frotter aux Grecs de l'Ionie. L'Ionie, donc, c'est la côte de l'actuelle Turquie, là, qu'on voit. Ionie, Carie, Mésie, tout ça, où il y avait bien évidemment des établissements grecs depuis longtemps, euh, qui se sont révoltés parce que eux aussi, ils étaient soumis à tribut. Et donc, eux aussi, à un moment donné, ils se sont dit, bon, on en a gros. Donc on arrête de payer tribut, et quand on arrête de payer tribut, en fait, c'est ni plus ni moins que le signal de la révolte. Parce que dès qu'on arrête de payer tribut, on devient un peuple rebelle. Le rebelle, c'est celui qui ne paye plus ses impôts. Voilà. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, du coup, l'Empire perse a été obligé de mettre les mains dedans. Alors avec des fortunes diverses, euh, pas forcément que des défaites, hein, il y en a eu, bien sûr. Il y a eu des victoires aussi. D'ailleurs, l'Ionie a été remise au pas. Elle a été remise au pas, avec bien évidemment un accroissement de la pression tributaire, parce que du coup, tu payais tribut, tu arrêtais de payer tribut, bon, du coup, derrière, en punition, tu as payé 2 fois plus, hein, forcément. Donc, accroissement de la pression tributaire, accroissement de la pression militaire, avec des gouverneurs, avec de garnisons un peu plus conséquentes, notamment à Sardes, ville très importante. Dont nous Donc reparlerons, oui, tout à fait. voilà, donc c'était la capitale de la satrapie de Lydie. Bonsoir Azat. On a... Bonsoir Azat. Donc la capitale de la satrapie de Lydie, c'était un petit peu une espèce de, on va dire, de capitale un peu régionale chaque satrapie avait évidemment sa capitale, mais on va dire que celle-là, elle doublée aussi d'une garnison très importante. L'acropole de Sardes était réputée comme étant inexpugnable, bien entendu, même si elle a été prise, mais bon, voilà. Et donc, du coup, Darius, il s'est enfoncé dans les problèmes grecs. Donc il a quand même au passage, même si on glosse beaucoup sur les défaites perses, mine de rien, le résultat c'est que la Thrace est devenue partie intégrante de l'Empire perse, chose qu'elle n'était pas avant. Et la Macédoine, donc comme je disais, paye tribut. Donc bon, pour des gens qui arrêtent pas de paumer, bon, ça fait quand même des petits gains territoriaux assez sympas. Et donc notre ami Darius, un peu comme une merde, au nord, apparemment, au nord de la Thrace, dans l'actuelle Roumanie, Bulgarie, Roumanie, enfin plutôt Roumanie, qui était le royaume des ancêtres des Daces, en fait, tout simplement. Une espèce des sites, une forme de site de la mer Noire, bref. Fils d'Hélénos, écoute, bravo à toi. Tu nous diras le secret de l'immortalité, écoute. Très bien. Et donc, on se retrouve donc pendant les guerres médiques où finalement, il y a eu beaucoup Ouais, de dramas. ce qu'il faut dire aussi, je pense, pour les gens qui aient peut-être aussi, c'est que bon bah le territoire, et j'en parlerai dimanche, mais il y a un contact dans la mer Égée déjà entre les Grecs et la côte occidentale de la Turquie depuis très longtemps, au travers des établissements. Et puis ce qui est un peu le casus belli, tu me corriges si je me trompe, mais c'est le soutien notamment athénien à la révolte de Millet. Oui, Euh, ouais, oui, alors oui et non. Enfin, oui, enfin côté grec, oui. Pour eux, je pense que c'est essentiellement ça qui a déclenché on va dire, la réponse. Après, côté perse, je suis pas persuadé que
Oui, la Grèce, c'était chiant, mais au final, je pense que ce qui les emmerdait surtout, c'était d'avoir on va dire des peuples et des territoires normalement tributaires, assujettis, qui se révoltent. Parce qu'en fait, ils se révoltent pas contre l'autorité administrative, militaire, politique, ils se révoltent aussi contre le grand roi. Et le grand roi, derrière lui, c'est Ahura Mazda. Le grand roi, il détient la vérité. C'est la vérité d'Ahura Mazda. Et ceux qui se rebellent, ne serait-ce qu'en ne payant plus tribut, eux, ça devient c'est plus que des rebelles, ça devient des hérétiques, des menteurs, au sens, voilà, au sens, on va dire, au sens religieux du terme. Donc, Oui, ce sont peut-être qu'on voit des ça gens. effectivement à travers un œil qui est peut-être plus politique, géopolitique, en Voilà. Alors négligeant que parfois l'aspect ouais, religieux. voilà. Mhm. Ouais, parce que mais ça, c'était assez important, même si c'est pas eux qui ont inventé ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, au final, pour les Perses, je pense que c'est au-delà de l'implication de la Grèce, enfin des cités grecques, hein, notamment Athènes, c'était quand même aussi on va dire cette gênance d'être voilà, d'être mis devant des rébellions, en plus soutenues par l'étranger. Bon, au final, ils se sont dit, bon, par ces gens qui financent, parce que évidemment, hein, genre, bon, natifs ou d'ailleurs, finançaient bien évidemment toutes ces rébellions. Donc, du coup, les Perses se sont dit, bon, on va peut-être leur mettre un petit coup derrière la nuque, ça va les calmer, puis ils vont arrêter de souffler sur les braises chez nous, quoi. Mais pas, enfin, je pense pas que ce soit réellement par volonté vraiment de calmer Athènes en particulier, par exemple. Athènes ou Sparte, bon, quelque part, eux, ils font affaire avec les différemment. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je saurais pas, effectivement, je suis pas assez expert pour trancher la question. Après, les religions abrahamiques, bon, on est sur autre chose. Je regardais le chat en même temps, mais Oui, je saurais pas effectivement mesurer parce que est-ce qu'on envoie une telle armée d'invasion pour un motif simplement religieux? Bon, on sait toujours que, sans faire de l'histoire marxiste, on sait toujours que c'est double, hein, sans négliger oui, le poids religieux. Les croisades sont effectivement un vrai élan religieux, c'est tout clair. à Et fait. puis ensuite, derrière, se conjuguera l'intérêt, par exemple, des cités italiennes et compagnie. Donc on peut aussi voir les deux. Mais je sais pas, c'est Ah vrai que oui, moi j'ai cette vision-là, effectivement, très politique, mais qui tient peut-être à une connaissance plus grecque du sujet, oui, j'avoue. je C'est pense, possible. ouais, ouais. Mais je pense que c'est un mix ça mixe, hein, je pense que c'est un mix. Sachant qu'en plus, la première, on va dire, la première traversée de l'Hellespont, euh, bon, c'était pas, il y a, bon, on va pas revenir sur sur les chiffres grecs, mais Oui, bien entendu, il n'y avait pas des millions d'hommes. non. Il y avait peut-être à tout casser quand Darius traverse l'Hellespont, il devait être peut-être 80 000. Bah, Euh, pour un, excuse-moi, je lis le chat en même temps, mais pour un prince de remporter une victoire pour appuyer son influence, très certainement dans l'optique, comme on l'a dit, d'un usurpateur. Après, on légitime son pouvoir, mais dans l'optique d'un usurpateur, effectivement, les guerres, on le sait, sont surtout à cette époque-là une nécessité pour asseoir son pouvoir et son statut de favori des dieux, quoi, ou du dieu, hein, peu importe comment on voit ah la oui, religion. Donc complètement. après, ce que je te propose, c'est peut-être de sauter les guerres médiques, dans le sens où Oui, c'est ce qu'on connaît le mieux, je pense, même si je pense que si on interroge les gens, c'est toujours bien de c'est rappeler les vrai. dates. Non, mais si tu demandes à un Ouais. type la naissance d'Échille, de Périclès, d'Hippocrate ou d'Aristote, les mecs te disent c'est en 500, en 400, voire c'est tout juste, ils te le mettront pas en même temps que Charlemagne. Donc c'est bien de rappeler que cette période-là, Oui. elle est différente de ce qui suivra après avec la guerre du Péloponnèse, de ce qui suivra encore après avec Alexandre. Mais je pense que c'est ce qu'on connaît le mieux, Marathon, Platée, Salamine. Oui, Euh, surtout qu'en plus, il faut quand même aussi, et là c'est vrai que c'est intéressant parce qu'effectivement, bon, on va dire que c'est censé être des acquis de la culture générale, populaire, enfin bon, malheureusement non, plus maintenant, mais le fait est qu'il faut quand même aussi bien se mettre dans le citron que les guerres médiques, tout ça, bon, chez les Grecs, ça a une ampleur évidemment de mythologie à un moment donné, hein. Le problème, ça a quand même duré que quelques années et quelques petites années. C'est-à-dire qu'en fait, les guerres médiques de 490 à 400,
ça a été des campagnes estivales, 1 année, 2 années, après il y a 4 ans, plus rien, après ça revient un petit peu, enfin voilà, c'était pas non plus, voilà, c'était pas une invasion, c'était pas le D-Day, hein, pendant. Voilà, ça a été assez circonscrit dans le temps, mais c'est vrai que c'est devenu une mythologie, hein, chez les Grecs. Ouais, je pense que c'est plus intéressant de mettre peut-être le point sur l'avant et effectivement l'après, notamment le déclin, plutôt que les guerres médiques où finalement, bon, on sait ce qui. Enfin, je pense que la plupart des gens maîtrisent à peu près ce qui s'y passe, les victoires grecques, effectivement, mythifiées par la suite, la prise d'Athènes et l'incendie, tout ça, enfin, c'est des choses Oui, qu'on connaît mieux, et puis on a vu les films, bon, oui, de qualité diverse. hélas, mais oui, oui, oui. Non, si, Ah, franchement, Ripa oui, 300, je l'ai vu, 300. Je l'ai ouais, vu, non, mais voilà. je me souviens, j'étais au lycée, je crois que je l'ai vu 2 ou 3 fois, j'ai séché le vendredi après-midi pour aller le voir, je trouvais ça Ah ouais, absolument non, mais fou. ça m'étonne pas. À Ça 15 m'étonne. ans, tu sais, je trouvais ça fou comme film. Ouais, ouais, mais franchement, moi, j'ai pas détesté parce que c'est vraiment, contrairement d'Oliver Stone, 300, dès les premières images, Tu pratiquement. débranches le cerveau, quoi. Voilà, tu sais que déjà que c'est tiré d'un roman graphique, euh, et que voilà, ça va être vraiment une œuvre pure cinéma. Voilà. Après, Azat constitué, alors que jusque-là ils étaient habitués à se tuer entre eux, bah, après ils vont continuer quand même, hein, les Grecs à se tuer entre eux, ils ont quand même une petite guerre qui va quand même ravager largement la Grèce. Complètement. Donc Surtout bon. que les guerres médiques, faut pas se leurrer, c'était pas l'ensemble de la Grèce Non, contre les Perses. loin de là, au Loin contraire. de là. Ils Il y ont en a eu, qui étaient avec les Perses, ouais. il y en a qui ont changé de camp. Ils ont eu beaucoup de mal à former un front uni, mais c'est certain que ça participe largement, oui, à la constitution d'un espèce de sentiment. Mais il l'avait déjà, enfin, je veux dire, le sentiment de l'altérité, tu l'as quand tu te confrontes aux autres, et le fait que les Grecs soient partis très très tôt à la conquête d'autres espaces et de coloniser un peu, ils avaient quand même en eux ce sentiment de l'altérité, et donc de ce qu'ils étaient eux, même s'ils sont divisés, on aura les Lacédémoniens, les Ioniens, tout ça, donc les Thessaliens, il y a toujours cette différence, mais effectivement, quand ils considèrent la Macédoine comme des noms grecs, c'est parce qu'ils ont déjà ce sentiment de ce qu'est la Grèce aussi, quoi. Mais bon, t'as pas tort hein, non plus, mais bon, faut pas oublier ce qui se passera après. Mais oui, allons-y pour le déclin Ah et bah la oui, oui, chute. parce que bah, alors après le problème, alors là, le problème, c'est que hormis effectivement les inscriptions, bon voilà, la mosaïque de Pompéi, bien sûr, hein. Hormis les inscriptions que les grands rois voulaient bien faire, donc soit pour se glorifier eux, glorifier leurs actions, etc., il n'y a pas tellement d'histoire. Les Perses n'ont pas écrit leur histoire. Ils n'avaient pas d'historien. Autrement dit, il y a des pans entiers, il y a des décennies entières où on n'a quasiment aucune information. Il y a des règnes J'en de grands profite pour rois. t'interroger tout de suite. Quand on parle de déclin et de chute, finalement, est-ce qu'il y a réellement un déclin et est-ce qu'il n'y a pas une chute presque inattendue aux mains d'Alexandre, on le sait, mais je veux dire, est-ce que l'Empire est réellement en déclin avant cette période-là? C'est-à-dire, on Alors, va dire... alors ouais, vas-y. franchement, je pense pas qu'ils soient en déclin. Parce qu'après, je veux dire, comme c'est un empire multiethnique, avec des territoires énormément disparates, euh, plus ou moins, il y a toujours des phénomènes de flux et de reflux. Euh, C'était pareil pour les empires, d'autres empires précédents, ce sera pareil pour d'autres empires suivants, avec des moments de flux et de reflux où effectivement il y a des périodes où il se passe pas grand-chose, où tout est calme, et puis il y a des moments où eh ben, il y a beaucoup plus de rébellions, plus ne serait-ce que de révoltes fiscales, des jacqueries, des choses comme ça. Il y a des périodes où il y en a un peu plus. Alors, il suffit qu'il y ait une période un peu comme ça, où, bon, ça pète pas énormément, mais ça pète derrière l'éruption d'un Alexandre. Voilà, mais au final, un déclin, pas forcément, parce qu'en fait, toutes les, tous les éléments constitutifs continuaient de fonctionner quand Alexandre, je veux dire, les perceptions des tribus, les satellites, les gouvernements, les territoires
qui étaient légués, mettons, aux soldats pour faire souche dans tel ou tel coin. En Égypte, hein, par exemple, ils ont quand même été jusqu'à la garnison de Sienne Éléphantine, donc la première, deuxième cataracte, bref, sur le Nil, il y avait une garnison perse, et elle est restée là tout le temps, jusqu'au bout. Et d'ailleurs, et ce jusqu'au dernier moment, jusqu'à la conquête d'Alexandre. Donc l'Empire, Ouais, c'est un... le micro coupe encore beaucoup, malheureusement. Ah putain. Donc, est-ce que c'est un empire en déclin? Non, c'est un empire qui a ses phases hautes et ses phases basses, mais en déclin, je pense pas, parce que donc tous les éléments constitutifs et tout ce qui permet à l'empire de fonctionnait de la même manière quand Alexandre est arrivé qu'il fonctionnait à l'époque de Darius, voilà, 150 ans avant. Donc le déclin, non, pas forcément. Peut-être qu'il y a eu quelques rois qui ont été un peu mais en vrai, ça c'est, il n'y avait pas réellement de déclin. C'est juste que, l'Empire perse était simplement pas prêt à ce genre de conquête, avec ce genre de volonté, énorme, mise derrière, un groupe de soldats, on va dire relativement bien soudés, avec eux-mêmes la conscience de ce qu'ils avaient à faire, de ce qu'ils allaient faire. Et voilà, l'Empire était tout simplement pas prêt à ça. L'Empire n'a jamais Et eu affaire à ce genre il de problème. il faut se rappeler que effectivement pendant la guerre du Péloponnèse, l'Empire sera en mesure de fournir pas mal de fonds, notamment à Sparte. Et puis, pour avoir une conquête glorieuse, il faut effectivement un ennemi glorieux, au moins en représentation. Et c'est vrai qu'un empire complètement en déclin et avachi, je pense, aurait pas fourni la même geste à Alexandre, à mon avis, quoi. Donc, et puis, Non, dans les même batailles contre Alexandre, on voit le nombre d'hommes qui est capable de réunir le grand roi oui, encore. Hein. oui, oui, mais après, on retombe on va dire, dans le trope des auteurs grecs où, bah ouais, mais ils étaient décadents, Mmh. ils avaient une foule de soldats, mais qui n'étaient pas bons à grand-chose, il vaut mieux en avoir peu, mais de qualité, que beaucoup de mauvais. Enfin, bref, on va pas refaire l'historiographie des Perses par les Grecs, mais bon. Non, mais il s'est pas effondré en une bataille non plus, quoi. On sait que c'est... Ah non, ah non, Voilà. ah oui, mais parce que là aussi, même si les Grecs connaissaient bien les Perses, il faut quand même pas oublier non plus qu'il y a un certain nombre de Grecs qui ont bossé, même des Athéniens, hein, Tout à qui ont fait. bossé à la cour de Persépolis, quoi. Et puis il aura Je veux encore dire, des troupes, il avait encore des troupes grecques, même face et bien à sûr, oui, Alexandre. oui, Hein. bien sûr, il avait des mercenaires grecs, il avait des phalanges grecques, oui, mais pour autant, les Grecs connaissaient très bien les Perses. Et chose qu'ils avaient du mal à appréhender, c'est la profondeur de l'Empire. Et d'ailleurs, les soldats, assez rapidement, pas uniquement quand ils sont arrivés sur l'Indus, même avant, ils avançaient, bon, ils faisaient des batailles, éventuellement ils les gagnaient, mais en fait, plus ils avançaient, plus il fallait qu'ils avancent. Et à un moment donné, ils se sont dit: «Mais on s'arrête où? Ah ben d'abord, on va s'arrêter là. Non, dès qu'on arrive à Persépolis, on renverse au grand. C'est bon, c'est fini. Merde, on continue encore, mais c'est pas fini, c'est toujours on est toujours dans l'Empire perse là? Ouais, ouais, toujours». Bon voilà, ils avaient une profondeur, ils n'avaient pas bien mesurée, donc du coup, oui, ça a été un choc. Mais bon, bah, du coup, le Darius III, donc celui qui se tape Alexandre, bon, c'est pas forcément, alors je vais reprendre une citation que j'adore, hein, bien sûr: «C'était pas le couteau le plus affûté du tiroir». Voilà, hein. Ah ben Mais bref, ça arrive, hein, comme on le sait, la défaite, c'est la conjugaison de plusieurs éléments, et effectivement, quand on est dans un état très centralisé autour d'une figure presque divine, bah voilà, s'il n'est pas à la hauteur, comme dans l'Empire romain, bon bah ça creuse encore ça plus pose problème. le trou, ouais. Mm. Même si après, parce qu'après là aussi, insister là-dessus, la lâcheté bien sûr de Darius, face au courage d'Alexandre, enfin le courage des Grecs face la lâcheté perse, hein, bien sûr. Sauf que le roi perse, il n'était pas censé crever en bataille. Il n'était même pas censé participer à des batailles. Lui, individuellement, il devait avoir comme qualité, évidemment, des qualités de parangon, des qualités de bon archer,
pieds, de bons cavaliers, etc. Mais il n'était pas censé, son rôle n'était pas de diriger les batailles et d'y crever éventuellement. Donc pour lui, de se barrer dans une bataille qu'il est en train de perdre, pour lui, c'est pas la lâcheté. Et pour ses soldats non plus, c'est pas de la lâcheté. Oui, Ils bah sont dans c'est une bataille. c'est des cultures différentes qui Voilà, s'opposent. Hein, c'était pas du tout. Mm. Même si, bon, ça fout toujours un peu les boules quand tu vois le chef qui s'en va. Ça, c'est humain. Mais pour autant, on l'a pas accablé Et euh, je sais pas si tu connais les thèses de Gabriel Martinez-Gros sur qui est inspiré d'Ibn Khaldoun sur la formation et le déclin des empires. Je dis ça parce que je vais en parler l'an prochain de son bouquin. Mais en gros, tu as un triptyque euh, population sédentaire, donc ensuite processus de pacification de la masse qui devient une masse de contribuables soumis, et ensuite au fur et à mesure de cette pacification un petit peu de ton peuple, tu dois faire appel à l'extérieur, donc notamment là pour eux aux mercenaires grecs, pour la Perse, mais pour la violence, et cet extérieur périphérique finit toujours par avaler l'empire. Je pense que j'en reparlerai, mais je trouve que ouais, c'est intéressant parce que dans certains cadres, la théorie fonctionne assez ouais, bien de l'appel à l'extérieur parce que ton intérieur n'est plus capable de fournir de forces belliqueuses en fait. voilà. Même si les mercenaires grecs ont jamais constitué, là aussi c'est pareil, c'est le biais des sources, hein, les sources, c'est les sources grecques. Donc voilà. Mais les mercenaires grecs ont jamais constitué la majorité des armées perses. Ça a toujours été soit une majorité de. Alors là aussi, c'est assez amusant parce que pour la bataille du Granique, bon là, il y a pas la, il y a pas, bon, je sais pas d'image, mais bon, c'est en Turquie, Il n'y donc avait peu pas importe. il y avait pas de photos, c'est dommage. Non, mais j'ai pas d'image, non. Non, ouais, Heu, aussi. mais pour la bataille du Granique, donc où ça se passe en Turquie, sont les soldats de l'armée perse, ce sont des soldats du cru. C'est-à-dire qu'en fait, de ces fameux soldats à qui on a filé un lopin de terre, en Turquie en disant: «Ben voilà, toi maintenant tu vas habiter là, et puis tu feras des gosses ici», puis et cetera et cetera. En échange de quoi? Bah, nous on te file un bout de terrain et voilà, et puis tu auras deux trois esclaves et puis voilà. Et donc du coup, ce sont les soldats locaux. Pour la bataille d'Issos, donc qui est toujours en Turquie certes, mais bon, Turquie du sud-est, ouais sud-est. Là du coup, il a fallu rameuter des soldats un petit peu plus éloignés. Et pour la dernière bataille, enfin en tout cas la plus connue, celle de d'Arbelès, Gaugamès, comme on veut, là par contre, il a fallu ramener des Indiens. C'est-à-dire que plus l'armée d'Alexandre avançait, plus les troupes qu'ils avaient en face étaient entre guillemets non Hété- seulement différentes, mais Hétérogène, ouais. ouais, et le recrutement venait d'ailleurs, Mm. venait de plus en plus loin en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, par exemple, de Issos, il y avait déjà des troupes indiennes qui étaient, Ouais, qui était sauf que le présente, ouais. temps, Mm. oui, il y en a beaucoup, le temps qu'elles arrivent, c'est pas la bataille. Par contre, elles ont participé à la bataille suivante. Parce que là, elles étaient en place, elles étaient enfin arrivées toutes avec les chars à faux et compagnie. Et je pense Donc, que l'année suivante, je pense on en reparlera, parce qu'en 2027, je pense que je ferai une petite quadrilogie sur la guerre du Péloponnèse, donc on aura forcément encore des Perses. ouais, ouais, ouais. J'avais hésité à faire l'anabase, mais bon, pour le moment, bah, c'est Ap- intéressant, mais je trouve que voilà, on Après, oublie, moi, c'est ce dont on vient de parler, entre les guerres médiques et Alexandre, on oublie souvent qu'elle existe, la Perse. ouais, et bien en plus, tu pourrais même éventuellement d'Agésilas, roi. Ouais, mais c'est moins parlant, je pense, pour les Oui, gens. après, en plus, il a fait un tour, il a fait 150 km, il a fait. Mais là aussi, c'est pareil. Ça finit par ancrer dans l'esprit des Grecs que finalement, avec un peu de volonté, en fait, on perce comme dans un Oh, moulin, mais quoi. c'est ça, on en avait parlé hier. Je pense que ça a beaucoup Ouais, joué effectivement dans la dans le constitution légende. Ah oui, de l'esprit effectivement grec. On avait en face de soi un empire certes très grand, mais finalement la grandeur, et c'est un peu une des leçons de Xénophon, c'est quelque part bigger is not better, quoi, et que les ben Grecs voilà, tout à fait. finalement ont été capables de réunir une armée tout à fait apte à conquérir ce territoire-là pour un peu qu'ils aient on va dire, quelqu'un capable de réunir les différentes cités, bon, ce que sera la royauté macédonienne, quoi. Bon, ma Ouais, foi. Ok, bah ouais. écoute, Après, il faut pas oublier aussi que bon, les Grecs, les Perses, pour les Grecs, bon, c'est quand même des Tentous, quoi. Donc.
voilà, quoi. Au bout d'un moment, on ne peut pas perdre. C'est, C'est pas c'est, possible. ouais, non, mais c'est variable parce que si tu veux, le truc, c'est que quand tu te prends par exemple le théâtre grec, les Perses, d'Échille, ce genre de choses, Oui, c'est un petit peu l'hubris qui est sanctionné d'avoir voulu envahir la Grèce, les dieux les ont punis, tout ça, mais encore une fois, pour se glorifier toi-même, t'as pas intérêt à trop descendre ton ennemi non plus. Donc quelque part, tu non, t'en fais un rival quand même convenable. La oui, Grèce, la Perse fait partie des rares endroits où l'on a des barbares, par définition de ce qu'est un barbare, mais des barbares civilisés, qui ne sont pas des barbares complètement des tribus qu'on trouve au nord de la Grèce. On a parlé des Thraces et compagnie, ou ce qui se passe, les Dardaniens, ce genre de choses. On est oui, face à des gens oui, respectables, quoi. voilà. Oui, respectable aussi. Alors respectable pour plusieurs raisons. Respectable, d'abord et avant tout parce qu'ils ont des coffres, tout simplement infinis, C'est vrai, c'est déjà. vrai. Ouais, mais ça compte hein, dans la Ça représentation de la compte puissance. énormément dans le respect, hein, voilà, déjà. Bon, même si c'est par contre, ils sont riches et ça, on aime beaucoup. Parce que bon, les Grecs, faut pas oublier, c'est pas Attends, juste, on t'entend plus. pardon, les Grecs, c'est pas juste, je prends un coup de rouge, je bouffe une poignée de figues, et puis c'est bon, ça y est, je pars. Non, non, les Grecs, aujourd'hui, sont des gens très rapaces. Oignons, ils adorent. Bref, comme d'autres peuples, hein, bien sûr, mais bon, Oh, Les Grecs, faut pas. Et donc voilà, il y a ça. Même quand bien même il est considéré que bon, finalement les Perses étaient quand même relativement efféminés, etc. Ils avaient quand même un avantage pour justement les valoriser, c'est qu'ils étaient très nombreux. On se bat à 100 contre 1 million. Voilà. Donc ils sont forts, mais ils sont forts parce qu'ils sont nombreux. Voilà, c'est valoriser leur adversaire. De dire, regardez, on se bat à un contre. Voilà, parce que. attends, ça recoupe beaucoup. Putain, mais pourtant. Bon, c'est la capture. Bon, bref. Ouais. Vas-y, Bref. vas-y. Bon, Bref. passons. Eh bien, on met derrière nous donc ces Perses, comment dirais-je, à leur apogée et disparus. Passons à ta deuxième partie, donc sur Ouais, les héritages et les ouais, successions. ouais. Voilà. Tout à fait. Parce qu'effectivement, pour être un empire, les Perses n'ont pas tout inventé. Parce qu'à la base, enfin, à la base, c'est quand même plutôt un peuple de montagne, de moyenne montagne. Bon, pas des montagnards purs, mais un peuple de moyenne montagne. Et un peuple de nomades, semi-nomades à l'origine, de cavaliers, plutôt de cavaliers. Ils ont toujours fait en sorte d'avoir les plus grands possibles, hein, pour assurer, parce que la cavalerie, c'était l'arme d'élite de du Perse, et donc il fallait avoir des chevaux pour la guerre, et puis suffisamment de remontes, etc. Donc ils avaient des élevages absolument gigantesques. Mais à la base, c'est pas des bâtisseurs de villes. Voilà, par exemple. Même si, bon, évidemment, des villes, ils en avaient, mais c'était des villages, des machins, etc. Donc il a fallu que ça, qu'il l'hérite de quelqu'un. Et donc lors de la construction de l'Empire, et même avant quand Cyrus II, le Grand, euh, quand il s'est marié à la fille du roi Mède, en fait, lui, et bien évidemment l'aristocratie, il n'était pas tout seul, lui et l'aristocratie ont été en contact avec les Mèdes. Mèdes qui ont, on va dire, eux, pas non plus très anciens sur la scène internationale. Là, je parle, on est moins 550, moins 600 après la chute. Les Mèdes, eux aussi, c'est un peu des nouveaux riches, hein, qui, bon, ben voilà, quoi. Ils ont réussi à, enfin pas tout seuls non plus, mais avec les Babyloniens, mais ils ont réussi à mettre à. Mais du coup, ils découvrent un peu ces thèses, ces temples incroyables, ces ziggourats qui semblent monter jusqu'au ciel, etc., etc. Et toute la logistique, toute l'administration derrière, la vieille administration. Et donc, le Cyrus, qui n'était pas la moitié d'un imbécile, il a absorbé tout ça. Et du coup, quand lui, il a poignardé dans le dos, parce qu'il backstab les Mèdes, il s'est glissé tout simplement dans leur conquête, et du coup, il a récupéré, euh, on va dire, cette administration. Euh, On t'a perdu. et donc,
Pardon? On t'a perdu encore. Est-ce que, je me permets de t'interrompre juste une seconde, est-ce que tu as essayé de Ouais. te mettre en push to talk? Euh, voilà, je vais essayer. Ouais, pour essayer de forcer le truc quand tu parles, tu vois, tu dois appuyer et peut-être que ce sera. Je me demande si ce sera peut-être pas mieux au niveau de la capture. Je pense qu'on peut tester pour voir. Je me demande, parce que c'est vrai que ça coupe encore pas mal. Ah, désolé pour ce petit intermède. On va essayer d'avoir ça dans les meilleures conditions possibles. C'est surtout pour vous. Et là, est-ce que c'est mieux? Ça me paraît pas mal. Vas-y, essaye. Voilà, du coup, je suis en push to talk. Bah écoute, on va essayer. Sinon, l'intervenant peut venir à la maison. Ouais. Ça dépend où t'habites, mais il peut se déplacer si vous voulez. Il fait de l'achéménide itinérant. Vas-y, continue. On va voir si c'est mieux. C'est possible que ce soit mieux. Ouais, bah écoute, moi là, bon, en push to talk, on va bien voir hein, si effectivement. C'est peut-être effectivement le C de capture qui doit déconner. Bon, admettons. Euh, Alors, donc effectivement, les Perses ont hérité bah, voilà, de toute cette administration. Alors peut-être que tu peux mettre peut-être l'image Perse 6. Ouais, c'est bon. Voilà, donc là vous avez Persépolis. Vous avez enfin le plan de Persépolis. Donc voilà, c'est la capitale qui a été bâtie ex nihilo, hein, par bah, les uns et les autres. Bon, ça a commencé avec Cambyse, après il y a eu Darius. Bon, tout le monde a mis du sien. Voilà. Mais ils se sont bien évidemment inspirés, bah, ni plus ni moins que des palais qui existaient déjà dans les villes assyriennes, enfin les villes assyriennes donc, qui étaient bien ruinées, mais surtout les villes mésopotamiennes. Et donc ils ont adapté ça à leur sauce, avec leur iconographie à eux. Hein, voilà. Bon, il y a des lions qui s'affrontent de part et d'autre d'une grande porte. Alors par contre, je ne sais pas si on voit bien l'échelle, mais bon, pour vous donner une idée, voilà, les tout petits machins, là, il y a en bas, il y a marqué Porte des Nations. Et voilà, donc là, ça, c'est un escalier gigantesque. Et donc, les tout petits points, là, c'est bah, voilà, c'est C'est des des êtres gens. humains, quoi. Ouais, on s'en doute, ouais, t'inquiète. Voilà, voilà. Donc voilà, donc ça a été bâti totalement ex nihilo, donc il a fallu faire des gros travaux d'arasement, etc., etc. Mais bon, ça a été ça a été bâti bon, on va dire sur plusieurs règnes, hein, mais bon, mine de rien, voilà. Et donc, à la base, bien entendu, les Perses n'étaient pas des bâtisseurs comme ça, mais là aussi, avec l'inspiration, puis aussi, il leur fallait quand même une capitale digne de ce nom. Au bout d'un moment, bon, ils ont abattu des empires, ils ont abattu des peuples millénaires. Bon, on peut pas se contenter de crécher dans une tente. Donc voilà, ils se sont inspirés de ça. Et donc, mets l'image suivante pour voir ce qu'il en reste aujourd'hui, s'il te Ouais, plaît. t'inquiète, je m'en occupe. Hop, hop, et hop, j'ai mis. Voilà. Hop, c'est bon. Non. Ah, si. Mais si, t'as un décalage, je te l'ai dit. J'ai dit, un Ah, décalage avec le stream. Vous en faites pas, les images sont là. Y a pas de souci. ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, là, c'est ce qu'il en reste. Hein. Voilà. Ce qui est Ce déjà qu'il pas en mal. Eh, des Alors, fondations, c'est mieux que rien. oui, mais bon, après, ça a été bien entendu, ça a été, comment dire, ça a été nettoyé, ça a été restauré, ça a été, voilà, parce que il en restait beaucoup moins. Maintenant, oui, voilà, c'est des ruines. Il reste quelques colonnes, donc des palais avec des centaines de colonnes, il en reste quelques-unes. Bon, il y a la Porte des Nations, on la voit plus trop. Bon, voilà, c'est ce qui reste aujourd'hui. Mais, et c'est vrai qu'il est à noter, comme tu dis, qu'il reste quand même quelque chose. Les Bouddhas de Babylone, ils peuvent pas en dire autant. Voilà, ils sont plus là. Oui, 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 tout à fait, Azat. Tu as entièrement raison. C'était pour justement pour le 2000, je crois que c'était pour le 2500e Oh bah, anniversaire t'y étais, euh, toi. de, ouais, ouais, j'y étais, je me rappelle très bien. Et effectivement, c'était assez impressionnant. Et c'était en 1972, 13, un truc comme ça.
14, au début des années 70, où effectivement il avait fait et c'était relativement pas mal, effectivement. Ils avaient fait des efforts, que ce soit au niveau des costumes et cetera. C'était vraiment Mais de vraiment toute pas façon, mal. l'Iran est toujours partagé entre ces deux ascendances, hein, comme d'ailleurs beaucoup de pays musulmans où il reste vraiment des traces d'un passé glorieux, voilà, avec lesquels ils doivent composer. Bon, le régime du Shah, c'était sans doute plus simple que nos amis Mollah et compagnie, mais c'est vrai que la Turquie, c'est un peu pareil, quoi. Tu peux pas nier qu'une large partie de ton passé est hors de ta culture aujourd'hui dominante, quoi. Ouais, tout à fait. Mais par contre, alors le chat, c'était, alors lui, par contre, c'était totalement volontaire Ouais, puisque, je sais, enfin, je vois, hein, t'inquiète. voilà, lui, il se rattachait totalement à cette histoire pré-islamique Bien sûr. de l'Iran, hein, notamment. Alors bon, les Achéménides, certes, parce que on va dire que les Achéménides, ce sont vraiment les grands anciens, mais également les Sassanides, Bien sûr, beaucoup aussi, hein. bien sûr. Donc voilà. D'ailleurs, le Shah, s'il s'appelle le Shah, c'est parce que c'est parce que c'est un titre qui remonte ben, aux Achéménides, hein, qui Bah, remonte on se aux doute bien que Vénusères. c'est pas animalier, oui. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a pas de, il y a Non, non, pas mais de, il y a pas de tout racines à fait. islamiques dedans. Non, non, tout à fait. Voilà, c'est vraiment. Mais c'est vrai que le chat, oui, oui, il avait fait quelque chose de vraiment pas mal. Bon, évidemment, hein, c'était Mieux que ultra Bokassa, important. quoi. Ouais, c'était mieux. Oui, oui, c'était mieux que. Bah, en même temps, ils ont pas tout à fait la même histoire, hein, je veux dire, voilà. Ah, ne critiquons pas la grande histoire. Bref. Non, mais, Allez, non, mais, continue, hein, continue. voilà. Et donc, voilà. Et en tout Donc, cas, je te effectivement, confirme en passant que le push-to-talk fonctionne beaucoup mieux. beaucoup mieux. Bon, ben, c'est super. Même si quand je suis sur une page Word, bon, j'aurais peut-être dû choisir une autre touche, mais bon. Mais bref, donc tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, il y a cet héritage purement mésopotamien de palais et aussi d'administration, bien évidemment, puisque là aussi l'administration, pour administrer un empire, quand il faut administrer deux, trois tribus qui se battent en duel dans des montagnes, ça va. Quand il faut administrer un empire entier, là il faut avoir des cadres logistiques un petit peu différents. C'est pas toi qui vas me contredire, Ah, il faut une cher Nanos. bureaucratie, hein. Chaque État se met en place avant tout une bureaucratie pour un État durable et pour un État, on va dire, non nomade. Mais voilà, la Tout à bureaucratie fait fait. partie Alors du. là, en l'occurrence, bon, ben, ils ont fait un petit peu là comme tout le monde. Bon, ben, il y avait déjà des administrations qui existaient. Ben, soit ils ont gardé les cadres administratifs, soit de temps en temps, ils ont mis entre guillemets des hommes de confiance, surtout pour s'assurer que le pognon tombait dans les bonnes poches, hein. Voilà, essentiellement. Mais il n'y a pas que ça, il y a également aussi l'héritage culturel mésopotamien. Notamment ben, l'écriture. L'écriture, le perse, le vieux perse, ça s'écrit en cunéiforme. Voilà, par exemple. Le cunéiforme, c'est pas les Perses qui l'ont inventé. Bah non. Donc ça aussi, ils l'ont repris, bien entendu, parce que c'était le plus pratique. Enfin, plus pratique pour eux, hein, mais bien évidemment. Avec la distance, on va se dire, non, le cunéiforme, c'était vraiment pas le plus cool. Mais bon, pour eux, c'était le plus pratique. Bon, pourquoi pas. Également aussi toutes les techniques bah, d'irrigation, tout ça. Enfin, tout ça, en fait, ils ont repris hein, ce qui existait, ce qui marchait d'ailleurs, hein. Il n'y avait pas de raison qu'ils arrivent avec des idées totalement nouvelles, totalement incroyables. Non, non, ils ont repris tout ce qui marchait. L'administration aussi des temples, parce que les temples étaient des grands, très grands propriétaires terriens avec des fortunes diverses au cours des millénaires, mais plus ou moins les temples ont toujours gardé cet aspect de propriétaire terrien, on va dire de gérer des terres. Donc les Perses, ils ont gardé ça. Ils ont gardé ça sans aucun problème, hein. Du moment que ça marche et que ça fout pas le bordel, on garde. Et donc, du coup, en parlant de temple, par contre, ça, chose qui est un petit peu spécifique aux Perses quand même, c'est la tolérance religieuse. Et oui, la tolérance religieuse. Ils étaient très tolérants, tout simplement tolérants. Ils étaient, voilà, tu pouvais pratiquer la religion que tu voulais, du moment que tu faisais pas chier. Même si, bien entendu, le culte officiel, c'était le culte d'Ahura Mazda, enfin, c'était l'avestissement en fait. Mais voilà, typiquement, voilà, merci, Nanos, voilà, typiquement, ben là, à droite.
avec la couronne de roi d'Égypte, bah, c'est Darius. Bon, on ne le reconnaît pas bien, mais c'est Darius. Là, c'est Darius. Bah, c'est vrai Il que est en train là, de... c'est pas son meilleur profil, hein. Là-dessus, Non, c'est... je pense que tu lui ressembles, moi aussi. Voilà, voilà, ça peut très bien être moi, effectivement. Mais bon, a priori, d'après ce que disent les cartouches, non, non, c'est Darius qui fait une offrande à Anubis, D'après le chapeau, ce qui est... serait peut-être même plutôt Rictès, d'ailleurs. Le chapeau Ouais, d'Anubis. oui, Oui. c'est vrai ça, oui. Effectivement, on ne sait pas de quelle matière il est fait le chapeau, mais je pense que oui. Ouais, ouais. Mais donc, qui est en train de faire une offrande à Anubis, qui est assis, et derrière, c'est Isis, bon, qui tient une espèce de bâton, elle aussi. Bon, bref. Donc voilà, ça vient directement d'Égypte. Hein. Ça, c'est pas un truc qui a été trouvé ni en Perse, ni à Babylone, ni quoi que ce soit. Non, non, ça vient d'Égypte. Hein. Je sais plus. Je sais plus. Je me demande si c'est pas. Non, je ne sais plus. Bon, peu importe, hein, c'est en Égypte, il n'y a Ouais, ouais, pas de mais souci. peut-être à Thèbes, un truc comme ça, parce que Mais bon. j'aurais une question par la suite, c'est sur cette variation, effectivement, de la tolérance qu'on verra par la suite, mais je garde la question pour plus tard. Question de quoi? Sur la tolérance religieuse, effectivement, qui connaîtra une inflexion importante sous les Sassanides, mais ça repose sur d'autres Ouais, ouais, critères. ouais. On y Et oui, reviendra. On oui, y parce que viendra, là on y oui, viendra. oui, bien sûr. Parce que donc voilà, donc là c'est bon là il se fait représenter en tant que pharaon. Bon là c'est pas vraiment parce qu'il est tolérant, c'est surtout que bah, en Égypte, Alexandre fera pareil. Hein. D'ailleurs tous les empereurs romains feront pareil également. En Égypte, bon tu fais comme les Égyptiens. Alors même si les Égyptiens ils savent très bien que leur roi il n'est pas égyptien, hein, mais bon les Égyptiens des rois pas égyptiens. C'est pas la première fois, ils en ont eu d'autres. Hein, bon, hein. Donc eux, je dis pas qu'ils s'en foutent, mais bon, quelque part pour eux, c'est le pharaon, c'est le pharaon. Mais je parle surtout de la tolérance religieuse, et c'est surtout effectivement dans la liberté de culte dans l'Empire. D'ailleurs, euh, c'est Cyrus qui commencera à reconstruire le temple de Jérusalem, le temple de Ah Salomon. bah, il a bonne presse, effectivement, en partie pour ça, hein, tout à fait. Il Alors, a, on va dire qu'il y a eu effectivement des médiateurs zélés qui ont, Ah voilà, bah, la libération des Juifs. Non, non, mais c'est vrai que ça compte c'est vrai, effectivement c'est vrai. dans la postérité qu'il aura au travers de l'Ancien Testament, et puis donc ensuite Et de, oui, de- parce que les néo-babyloniens auront, donc, par le biais de Nabuchodonosor, ont détruit le temple de Jérusalem en 587. Et donc, quelques dizaines d'années après, ben, non seulement les Juifs qui avaient été exilés ont pu rentrer en Judée, et qui plus est, eh ben, on leur a reconstruit le temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Et ça, Cyrus avait déjà commencé à faire le truc, mais c'est essentiellement sous Darius qu'on a rebâti le temple de Jérusalem. Tout ça pour dire que c'était pas gênant, de la même façon que les Grecs. Donc, comme on a dit, hein, des Grecs qui se promenaient quand même dans l'Empire, bah, du coup, eux, ils pouvaient parfaitement sacrifier à leur dieu. Ça, c'était pas gênant pour les Perses, quoi. Du moment qu'on considère la primauté du culte royal, bien évidemment, enfin du culte royal, du culte religieux royal, hein, l'investisme donc avec Ahura Mazda. C'est pas vraiment un monothéisme parce qu'il y a quand même d'autres divinités, il y a Mitra, il y a Anaïta, etc. Mais bon, on va dire c'est surtout Ahura Mazda qui est mis en valeur par la dynastie perse. Mais voilà, tant que tu reconnais que ceux-là sont des plus grands dieux que tes dieux à toi, tu peux quand même continuer à adorer tes dieux. Même si pour certains, notamment effectivement les juifs, c'est compliqué, puisque des dieux, il y en a qu'un, c'est Yahvé. Donc bon, mais bon là aussi c'est pareil, au bout d'un moment, à force d'être déporté, bon bah tu la mets un peu en veilleuse, tu dis ouais ok ouais ouais ouais, alors Roi Mazda ouais c'est cool, moi je peux continuer avec Yahvé, ouais ouais vas-y. Bon, ça se passe bien. Mais cette tolérance, parce que c'est quand même malgré tout, considérant le contexte et l'époque, ce genre de tolérance, on peut mettre des guillemets, mais ce genre de tolérance est quand même assez rare. En général, quand on conquiert un empire ou même une région donnée, les dieux, on abat les temples, on déporte les statues des dieux, etc., pour éliminer, pour éradiquer toute trace, toute Ouais, et puis pour velléité montrer, pour montrer aussi la supériorité de son dieu, donc la supériorité de celui qui en est
le représentant ou le descendant selon comment dirais-je, l'acception qu'a la religion de rapport au pouvoir, mais très clairement, c'est une des premières choses qu'on fait normalement, c'est-à-dire de montrer la supériorité de son Dieu, donc de son pouvoir, oui, ça c'est sûr. Donc non, non, mais on est d'accord pour dire que c'est quelque C'est chose assez d'assez rare. rare, ouais. Ouais, ouais, on est d'accord, ouais, tout à fait. C'est plutôt rare. Et donc, effectivement, même si, bon, il y a eu des moments dans l'histoire de la région où il y a eu où ça s'est plus ou moins bien passé, où il y a toujours eu un petit peu de tolérance, etc. Là, ce côté-là, bon, il est quand même, voilà, il est quand même assez à noter, hein, Mais voilà. Les Romains sont pas forcément très éloignés là-dessus, hein. Ce qui changera, bah, ils sont même très proches, mais ce qui changera beaucoup de choses, c'est effectivement le monothéisme des deux côtés. C'est effectivement à partir du moment où, même si bon, bah, on peut en parler maintenant, mais sous les Sassanides, le christianisme posera un vrai problème de tolérance puisqu'il est devenu la religion officielle de l'empire ennemi, et donc bien fidèles peuvent représenter une sorte de cinquième colonne ennemis, quoi. Donc les Sassanides seront sans doute beaucoup moins tolérants, notamment avec le christianisme. On sait ce qui se passera aussi avec Mani et tout ça, donc enfin le manichéisme. Tout à fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui évoluera par la suite. Mais on est d'accord pour dire qu'effectivement c'est assez rare. Enfin bon, Tout à fait. ce n'est pas le seul héritage. Vas-y, je te laisse Non, non, poursuivre. Je te laisse tout à poursuivre fait. dans la chaîne Tout à des héritages. Tout à fait. Parce qu'effectivement, il y a également leur héritage, et là, on va plus particulièrement parler de leur héritage tribal. Parce qu'en fait, bon, ben voilà, c'est quand même au départ, ça reste des tribus de nomades, semi-nomades, mais ils gardent quand même cet aspect-là, quand même. Notamment, comme on en a un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure, leur organisation militaire. L'organisation militaire, tous les pays environnants, notamment mésopotamiens, mais aussi la côte levantine, l'Anatolie, hein, bien sûr, les anciens Hittites, etc., ce sont des armées d'infanterie. Les Perses, non. Les Perses, eux, comme héritage, de leur passé de nomades, semi-nomades, ils amènent les chevaux, la cavalerie. La cavalerie, alors pas celle des Scythes, bien sûr, mais la cavalerie plutôt moyenne, lourde, mais le cheval comme point central alors essentiellement militaire, mais évidemment aussi aristocratique, hein, à des fins à des fins de- de pouvoir, mais ils amènent ça. L'organisation aussi en tribu, comme j'expliquais tout à l'heure, Darius Ier, le grand, hein, lui aussi, n'était pas de la famille de Cyrus et de Cambyse. Cyrus et Cambyse, c'est le père et le fils, mais Darius, non, c'était un cousin peut-être d'une branche éloignée. Et lui, il se revendique de la famille des Achéménides. C'est lui l'inventeur des Achéménides, c'est Darius. Parce que soi-disant, son arrière-grand-père il s'appelait Achéménès. Donc lui, il se vante de descendre d'Achéménès, donc d'une autre tribu en fait, d'une autre tribu que celle de Darius ou de Cambyse. Lui, c'est la tribu. Mais il se rattache fictivement en disant ouais, mais si, ils étaient cousins au 20e degré. Enfin bon, bref, il noie le poisson. Mais au final, ils faisaient partie d'une autre tribu, d'un autre clan. Et cet aspect clanique qui va rester d'ailleurs pendant tout l'Empire, hein, où il y aura bien évidemment, chose sur laquelle les Grecs gloseront à l'infini, les intrigues de palais, bien évidemment, entre les différentes coteries. Bien entendu, avec des mages qui sont fourbes, avec des eunuques qui sont fourbes, avec les femmes qui dirigent tout en sous-main, etc., etc. Bon, tout ça sur ce vieux fond grec, hein, bien sûr. Mais c'est pas totalement faux dans la mesure où ça marchait beaucoup par clan, effectivement, par famille, famille élargie, bien sûr, hein. C'était pas les familles nucléaires, les familles élargies, mais ça marchait beaucoup par clan. Donc il pouvait y avoir des inimitiés qui durait des dizaines d'années entre clans, entre des anciens clans de nomades, de semi-nomades, qui sont devenus sédentarisés, qui se sont embourgeoisés, bien sûr, et embourgeoisés et ô combien. Mais au final, il y avait quand même ces espèces de partitions claniques qui, plus ou moins, restaient toujours en arrière-plan culturel. Donc ça, c'est aussi un héritage bah, de leur début, hein, bien sûr.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors peut-être mettre, l'image perce 8, s'il te plaît. Ouais. Alors, deux choses, deux questions pour moi sur l'organisation tribale. Alors, on sait qu'on a toujours cette opposition sédentaire, pastorale, pleine montagne, ce qu'on veut. L'ennemi vient toujours des marges sauvages. Mais je pense qu'avec tout le plateau iranien et compagnie, on entre dans des trucs qui sont assez mal connus. Moi, je connais ça très vite fait. Je mélange tous les peuples, hein, les dates Elam, Assyrie, Mède, Néo-Babylone, voilà, les Cimériens qui passent. Donc si un jour tu as envie d'en parler, n'hésite pas. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas forcément très bien, mais c'était aussi sur l'aspect militaire. C'est pas forcément des questions, mais ça c'était un point et j'avais une autre question. Mais finalement sur l'aspect militaire, quelle force, quelle faiblesse, quelle conclusion? Parce que entre la mort de Cyrus II, je crois, quand il se bat contre les Scythes au nord, et les guerres médiques et Alexandre, bah, on a un peu l'impression, qui est peut-être un peu contrainte par les sources, tu l'avais dit, mais que bah, c'est un empire qui arrive à s'étendre tout en prenant des branlées perpétuelles jusqu'à sa destruction finale, quoi. Donc quelle effectivité militaire on peut leur très, très rapidement, hein, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Parce que nous, je pense qu'on en retient finalement un empire dont les batailles et les faits sont quasiment que des défaites terribles, hein. Oui, 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 c'est vrai que la postérité est contre eux. Ça, voilà. D'ailleurs, ça fait partie certainement aussi des raisons qui ont fait que ça m'a intéressé, parce que je dis bon, c'est pas possible qu'on puisse être enfin, je veux dire qu'un peuple, enfin, on va dire, ouais, qu'un peuple qui a dirigé, qui a régi une part aussi énorme du territoire mondial. Hein, parce qu'au final, quand tu vois que ça fait quand même plusieurs millions de kilomètres carrés, tu dis, bon, ça commence à peser dans le game, et tu te dis, mais comment c'est possible, en se prenant effectivement, comme tu dis, branlé sur branlé, comment ils ont pu tenir 250 ans? Et voilà, effectivement, il y a eu un truc qui est pas clair. Mais alors, les forces et les faiblesses. Alors, les forces, En deux mots, hein, euh, vraiment, c'est juste histoire de... non, mais les forces et les faiblesses, au contraire. Bah, la force, en fait, c'est bon, la cavalerie, essentiellement. La cavalerie qui avait pas vraiment d'équivalent dans le monde à l'époque, hein. Alors ça marche bien contre des troupes, on va dire, d'infanterie légère, parce que là aussi, il faut bien se dire que essentiellement, ils se sont plus ou moins toujours battus au cours de leur histoire contre de l'infanterie, au maximum de l'infanterie moyenne, mais jamais contre une phalange de hoplites. Ouais, Voilà. ouais. On pourrait dire en gros qu'ils ont été sans doute très forts contre des gens. Ils avaient une supériorité peut-être même numérique sur ceux qui leur Alors ressemblaient oui, entre guillemets. ouais, ouais, ouais. Numérique, oui, mais encore, là aussi, Ouais. numérique, c'est compliqué parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est toujours pareil. Quand en face, tu as que des javiniers, Hmm. ou des frondeurs, ou alors des mecs, alors, des lanciers, mais des lanciers sans vraiment de protection, sans non plus de cohésion, sans trop de cohésion ni rien du tout, bah quand t'as, je sais pas, quand t'as 400 ou 500 cavaliers qui te foncent dessus, ou qui t'arrivent par côté, parce qu'ils n'étaient pas non plus ignorants des tactiques, hein, des tactiques de bataille. C'était évidemment, ils n'étaient pas plus cons que les autres, mais voilà, je pense c'est surtout ouais, la cavalerie. Ils avaient de l'infanterie, mais c'était de l'infanterie surtout un petit peu de prestige pour dire on a de l'infanterie. Mais Oui, parce qu'on même connaît s'ils on ont, connaît les immortels et compagnie. Enfin, je veux dire. voilà, Donc, voilà, oui, oui, tout à fait. Alors par contre, concrètement, dans une bataille contre effectivement l'ennemi lambda, ça fonctionne très bien. Et au contraire, même, hein, et genre, ils sont relativement redoutés. Maintenant, les Grecs qui, quelque part, parce que c'est vrai, il y a toujours cette dichotomie, les Grecs qui, eux, avaient, entre guillemets, peur de personne et une façon de se battre totalement différente. Et j'ai envie de dire, non seulement elle était différente, mais en plus, elle était certainement la mieux à même oui, oui, de oui. C'est de ça. Il contrer représentait les le forces, contre les parfait. forces. Ouais. Hmm, Et hmm. ouais, voilà. Donc, genre, c'est un peu comme Pierre, Ouais, papier, pierre feuille ciseaux. ciseaux. Ouais, ouais, bien sûr. Genre, au bout d'un Ouais. moment, il Après, y a je lis juste les commentaires. C'est vrai que les Romains se sont pris des branlées monumentales de façon régulière. On est quand même sur autre chose. On a assez de textes sur les Romains pour savoir que voilà, leurs victoires sont aussi retentissantes. Non, le problème des Perses, c'est qu'on manque de sources sur eux-mêmes. Donc en voilà, fait, on se retrouve. on manque de sources. Et puis, par contre, il y a aussi quelque chose
chose d'important. Alors, c'est pas vraiment une force technique, mais c'est aussi la résilience. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, on perd une bataille, mais au final, les Grecs, ils vont perdre une bataille. Bon, le moindre mort Ouais, qu'il y aura sur le champ de compte. bataille, Mm. ça leur manquera. Mm. Ça sera vécu potentiellement comme un drame. Oh, bah, Là, c'est un bon, citoyen qui est perdu. Hein. Un voilà, citoyen, c'est. voilà, t'as un citoyen. Alors oui, pour parler de la Grèce classique, oui, Oui, c'est un oui, tout à citoyen. fait. Bon. C'est un citoyen qui disparaît. Maintenant, pour les Perses, bon, on perd une bataille, mais de toute façon, on n'a pas perdu la guerre, et dans le pire des cas, on peut toujours faire appel à des mecs qui sont à 3000 km. Ah, c'est sûr, ils ne seront pas là la semaine prochaine, mais d'ici le mois prochain, les mecs, ils, à marche forcée, on se retrouve, écoute, Gadjo, on se retrouve 300 km plus loin, et je vois encore 10 000 mecs. Toi, t'en auras combien? Bah, moi, je n'aurai plus que 500. Bon, ben voilà, merci. Qu'est-ce Mais, qu'on fait? Ah, mais, ben, on arrête, on arrête. Mais je pense qu'en dehors des spécialistes, ben, dans la large bibliographie que tu as pu proposer, c'est vrai que dans le travail un peu grand public, on manque peut-être effectivement de cet équilibrage pour nous rappeler effectivement que la Perse a peut-être rencontré un ennemi parfaitement taillé pour le contrer et que effectivement par ailleurs c'était pas toujours des branques. Mais j'avais relevé ça parce que je trouvais intéressant de voir. Ouais, ouais, complètement. Et en plus, il y a aussi un aspect qu'il ne faut surtout pas oublier non plus, c'est que, de manière générale, plutôt que de faire des batailles, plutôt que de se retrouver contraints à faire des batailles, les Perses avaient aussi, la diplomatie, Hmm. du porte-monnaie. Au bout d'un moment, dire: «Bon, ça sert, pas à grand chose qu'on aille se friter. Éventuellement, on va peut-être paumer, peut-être, qui sait? Bon, il y a moyen qu'on paume. Bon, vous voulez pas plutôt nous foutre la paix, puis on vous file, quelques piécettes?» Et ça marchait beaucoup. Et c'est bien que, d'ailleurs ça marchait aussi avec les Grecs, Bien sûr. mais l'entreprise alexandrine, elle était pas du tout, dans cette optique-là. Et on pouvait pas, les Grecs les Perses, puis ils ont essayé les Perses, attention, hein, ils ont essayé d'acheter, d'acheter Alexandre, enfin en tout cas d'acheter l'armée, pas forcément lui Alexandre, mais d'acheter, l'armée, d'acheter, certains Oui, et puis compagnons d'encourager d'Alexandre, les hein. révoltes aussi Bien sauter sûr, c'est barrière et ça, compagnie, ouais, tout à bien fait. sûr, Tout à fait. ils ont tous essayé, mais là aussi, la menace était différente, et ça n'a pas, même s'ils en ont aussi, je crois qu'il y a peut-être il y en a un ou 2, je crois, des compagnons d'Alexandre, qui étaient, très, très, très soupçonnés de médisance, mais bon, ça a pas vraiment fonctionné avec les en tout cas avec les Macédoniens, avec Alexandre. Mais sinon, ils achetaient beaucoup. Je veux dire, pour éviter les batailles, soit après une bataille, bon, ben, on en reste là, ben, on te file un sac de pièces et tu nous fous la paix. Et ça marchait les trois quarts du temps, parce que personne n'avait les moyens de soutenir une guerre longue, ou en tout cas un conflit long contre les Perses. C'était pas imaginable, c'était pas pensable. On pouvait gagner une bataille contre les Perses, mais ça, on le savait depuis très longtemps. On pouvait gagner des batailles, mais on ne gagnerait pas la guerre. C'était pas possible. C'était trop grand, il y avait trop de moyens, trop de pognon, trop de gens. C'était pas possible. Et c'était en fait ça. C'était des forces structurelles en fait, plus que vraiment tactiques, Mhm. qui ont fait que ça a plus ou moins toujours suffi. Quand il y avait des gens vraiment décidés à en découdre, à rien lâcher, à pas se faire acheter non plus, ils morflaient. Il y a eu des révoltes babyloniennes, ils en ont chié pendant des années, hein. D'ailleurs, l'Égypte, elle est redevenue indépendante pendant 80 ans. Cambyse l'a conquise, Darius l'avait gardée, mais après, ça tournait en quenouille. Il y a un pharaon, enfin un pharaon, on va dire un mec qui s'est intitulé pharaon, il s'est dit, ouais, ouais, je suis l'arrière-petit-fils de machin, bon, ok. Eh ben, l'Égypte est redevenue indépendante. Mhm. Ok. Parce ils étaient décidés à rester indépendants. Quand il y a des armées perses qui se sont pointées pour les remettre au pas, bah, ils les ont tollés. Et puis voilà. Puis après, bon, une petite révolution de palais ou un petit machin, un truc. Et puis voilà. Mais du coup, ils sont restés indépendants. Et ils sont restés indépendants jusqu'à peu avant l'arrivée d'Alexandre. Parce qu'Alexandre, voilà, c'est 336, 5. L'Égypte est revenue dans le giron perse en 345, un truc comme ça. À peine quelques années avant Non, mais Alexandre, l'Égypte était encore indépendante. je voulais faire ce petit aparté que je trouvais important. Vas-y, je te laisse continuer sur l'architecture. Vas-y, vas-y. Ouais. Donc ce que vous avez sous les yeux là, c'est Suse. C'est enfin ce qui reste. Là, c'est la ville moderne.
enfin moderne, bon, c'est discutable, mais bon, on va dire que c'est la ville d'aujourd'hui. Et à l'arrière-plan, là, l'espèce de citadelle, d'acropole, pourrait-on dire, c'est la vieille cité de Suse, qui est. Alors, Suse, c'est une ville élamite d'origine. Ouais, bah merci Azat. Ouais, Merci. fallait la faire, une bonne Suze. Voilà. Moi, j'aime pas la Suze, mais ouais, je Non, connais très bien. personne n'aime ça, vas-y. Ben, moi, je connais des nanas qui aiment ça, mais enfin, ouais, le côté, tu sais, le côté les herbes, les machins, ça, façon de prendre du matcha un peu corsé, enfin, j'en sais rien. Bon, bref. Et donc, ouais, c'est la ville de Suse, qui est la ville de Suse qui se trouve en Elam, et je crois que sur une carte, si je ne m'abuse, peut-être une des premières, elle doit y être. Ouais, t'en fais pas, vas-y, je jongle, continue. Ouais, et donc, en fait, Ah, on t'a perdu. On t'a reperdu, mon Hidargos. Aïe, 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 aïe. Ouais, effectivement, vous voyez Suze en plein élan. Ouais, il est parti dans les couloirs du temps, ouais, comme la dernière fois. Il nous fait il nous fait des bouts de vidéo et des disparitions, réapparitions. En espérant qu'il revienne, le pauvre. Il va être, il va se croire maudit. Attendez, je vais voir si. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai entendu quelque chose. allô? Oui, vas-y, c'est bon. Ah, On t'a ah, retrouvé. putain. C'est pas Ah, grave. non, non. J'aurais pas Non, besoin de faire c'est. une coupure cette fois. Parfait. Non, 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 bah ouais, non, parce que du coup, j'ai essayé de changer de touche pour le push to talk. Bon, bref, c'est pas un franc succès. Bref, donc oui, on a la ville de Suse qui fait partie, qui appartenait donc au peuple élamite, les Élamites, donc qui est un peuple du plateau iranien, un très vieux peuple hein, qui est contemporain dans ses premières apparitions, dans son apparition, elle est contemporaine des premiers Mésopotamiens, voilà du troisième millénaire, voilà, Jésus-Christ. Et donc, ils ont également, les Perses ont hérité beaucoup de ces gens, notamment l'architecture. Donc là, c'est ce que vous avez sous les yeux. On distingue vite fait, vous voyez, ces espèces de plans carrés. Bon, après, voilà, c'est des trucs d'archéo, d'architecture, mais ces trucs de plans carrés, voilà, avec ces espèces d'entrées qu'on devine, avec ces espèces de voies processionnelles, etc. Bon, on retrouve ça dans l'architecture perse, qui s'est totalement inspirée, puisqu'ils partagent quand même enfin, ils partagent au moins le même lieu de naissance, en tout cas le lieu d'expression, c'est le plateau iranien. Donc ils ont beaucoup hérité au niveau architectural des Élamites. Ils ont aussi hérité l'opposition plaine montagne, hein, parce que les Élamites, Suse que vous voyez là est plutôt en plaine, mais le cœur du pays élamite était la montagne. Le cœur du pays perse, c'est la moyenne montagne, mais l'extension de l'empire s'est fait dans les plaines. Donc il y a aussi cette dichotomie plaine-montagne. Ils ont également hérité la royauté itinérante. Oh putain, Perse 22, t'as pas le droit de me faire ça, elle est où? Aïe, 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 aïe. Perse 22, Perse 22, merde, je les ai peut-être remises dans Ah, l'ordre ça, en c'est parce que plus. j'ai dû la rajouter après, ça. C'est Non, pour non, ça mais que. je crois que je l'ai mise je crois que je l'ai mise après. Je dis une bêtise. Je crois que moi j'avais compris et du coup je les ai renommés. Tu vois, c'est moi qui dis une bêtise. J'ai dû la renommer juste après. Voilà, on doit la voir là. Ça doit être cette image là, je pense. Voilà, tout à fait. Ah, Ouais, je fais ouais. bien mon travail, t'inquiète pas. Ben non, mais je n'en doute pas un instant. Donc oui, effectivement, ils ont hérité également on va dire, de cet héritage du plateau iranien, d'une royauté itinérante. Parce qu'effectivement, souvent, enfin souvent, non,
je mentirais en disant souvent. Mais on va dire, il peut arriver effectivement que je dis: «Mais du coup, OK, Athènes, c'est Athènes, machin, mais la Perse, la capitale?» Bah, la capitale, on peut dire que c'est Persépolis, mais Persépolis, c'est une ville neuve, c'est une ville créée ex nihilo, donc à la gloire essentiellement à la gloire des rois, même si, un petit peu comme, El Amarna en Égypte, il y a quand même eu des gens qui ont habité aussi à Persépolis, hein, c'était pas voilà, il y avait pas que des courtisans. Mais voilà. Mais par contre, la royauté bouge, la cour bougeait. La cour bougeait beaucoup, enfin beaucoup. La cour bougeait de façon saisonnière. C'est-à-dire qu'en fait, elle pouvait aussi bien, mettons en été par exemple, être à Persépolis, parce qu'on est en hauteur, il fait moins chaud, et en hiver descendre à Suse ou à Babylone, où il y avait bien évidemment les palais, les machins, bon, et tout ce qu'il fallait, hein. Quand c'était, mettons en hiver, par exemple, ils allaient plutôt à Babylone, parce qu'à Babylone, l'hiver, ça va. En été, c'est intenable. Voilà. Genre moi ici, chez moi, il y a 3 semaines, il faisait, 38. Bon, Ouais, mais moi les Hollandais, ils font comme ça pareil. Les Hollandais, ils bougent selon la saison. Donc, pardon? les Hollandais aussi, ils bougent selon la saison. Oui, 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 tout à fait, exactement. Sauf que c'est l'inverse, Oui, en oui, été, oui, ils c'est vont pas faux. ils vont là où il fait chaud. C'est pas faux. Mais ouais, ouais, mais voilà et donc du coup, voilà, bah, je te dis, moi, il y a 3 semaines, il faisait 37-38, même, il a dû faire 40 même, genre comme ça toute l'année, c'est pas possible. Donc du coup, tantôt ils allaient à Babylone, tantôt ils allaient à Ecbatane. Ce nom est Bah, qui est la moins capitale Med, hein, si je dis pas de bêtises, à la base. oui, Hmm. Ecbatane, c'est la capitale mède. Effectivement, Suse, c'était la capitale élamite. Babylone, c'est la capitale babylonienne. Et voilà. Non, mais Et c'est pas une ça. façon de manifester son pouvoir un peu partout. Hein. C'est plutôt, Alors, il y plutôt avait ça, intelligent. il Ouais. y avait ça, il y avait ça, bien entendu. Et puis, oui, alors, ça permettait voilà, de rappeler un petit peu à tout le monde que c'était le patron. Et puis aussi de profiter aussi des infrastructures de ces villes-là qui étaient quand même pour l'époque des grandes villes. C'était pas un village de tente, quoi. C'était pas Gengis Khan, quoi. Voilà. Donc, c'est une royauté itinérante qui permettait effectivement de se montrer, de oui, bah, oui, c'est un peu ça, hein, Azat, hein, non, à Persépolis, des fois, il neige, hein, attention, hein. En Iran, on oublie, mais en Iran, il neige. Il neige et il fait froid, des fois. Anshon, la ville d'Anshon, là, c'est l'endroit de naissance, en fait. C'est l'endroit de départ des Perses. C'est voilà. D'ailleurs, les premiers rois de Perse, les tout premiers rois de Perse, paraît-il, ils s'intitulaient roi d'Anshan. Oh, ouais, tout à fait. Après, Tout à fait, après, je confirme. après, au fur et à mesure de leur extension, ils se sont appelés rois de Suse et d'Anshan. Après, bon, après, c'était roi des rois, etc. Bon. Mais bref, ils ont pris les villes comme nom voilà, de souverain. Mais donc, du coup, cette royauté itinérante, qui permettait donc d'asseoir son pouvoir, de montrer à tout le monde qui c'était le patron, il faut bien se dire qu'effectivement, quand la cour se déplaçait, bon, ben voilà, c'était pas en camping-car, c'est-à-dire que c'était des caravanes gigantesques. Parce qu'attention, il fallait trimballer les gens, mais il fallait trimballer le mobilier, il fallait trimballer le trésor, parce que le trésor, il suivait. Ouais, le Enfin, trésor est toujours itinérant, oui, dans une cour itinérante, c'est ah logique. ouais, on le laissait pas, on se disait pas, bah tiens, on va passer l'hiver à Persépolis, mais bon, le pognon, on le laisse à Babylone. Non, non, le pognon, il reste à portée de la main. Donc le trésor suivait. Et quand on dit le trésor, c'est pas un coffre, c'est des dizaines et des dizaines de kilos de tout, de joaillerie, de couverts, de vaisselle, incroyable. D'ailleurs, bon, quand les soldats d'Alexandre ont, ont trouvé la tente. Parce que là, forcément, c'était en campagne. Quand ils ont trouvé la tente du grand roi, bon, enfin, la tente. C'est pareil, il faut pas s'imaginer, c'était pas une canadienne, le machin. C'était pas une Eh, tente Décathlon. le problème est pas tellement, je lis le commentaire en même temps, c'est pas tellement Robin des Bois et le vol. Le problème, c'est surtout que si tu laisses ton trésor dans une autre ville, c'est une incitation terrible à une éventuelle rébellion qui disposerait du trésor et toi, t'as plus rien. Et là, t'es Ah, mais non, vraiment mais dans la merde. bien entendu, bien Parce que entendu. ton Bah, de toute pouvoir façon, repose certes sur les dieux et mes couilles, mais il repose surtout sur le pognon que t'es capable de ah distribuer. ben bien entendu. C'est sûr. Là, tu laisses le pognon, enfin, sans surveillance, même
de la surveillance, oui, c'est effectivement, c'est une tentation pour une rébellion quelconque. Parce que là, du coup, si on veut financer ces rébellions, bah, il y a qu'à se servir, quoi. Voilà. C'est certain, il y a ça, mais il y a aussi l'apparat, il y a beaucoup d'apparat aussi, hein, ça je veux dire la cour perse qui se déplace, bon, ben, voilà, je pense que ça devait être quelque chose, quoi. Les Mais bévues dans qui devaient l'ancien passer monde alors comme dans le nouveau, tout est représentation, hein. oui, C'est oui, tout à normal, fait. hein. C'est Tout normal. à fait. Bon, Hmm. après, bien entendu, là aussi, les villes qui devaient servir un petit peu comme le Tour de France, quoi, hein. Les villes qui étaient ville-étape, je veux dire, elles le savaient des mois à l'avance et elles se chiaient dessus, quoi, parce que elles se disaient, mais la cour, elle vient, c'est cool, ouais, super. Mais quand elle va repartir, ben, ça sera comme si un vol de criquet était passé, on n'aura plus rien. Parce qu'il faudra tout, il faudra tout assumer, quoi. Et la bouffe et le machin, et bref, nos filles, qu'est-ce qu'elles vont devenir, nos filles? Ah ben, tes filles, bon, ben voilà, quoi. 9 mois plus tard, tu auras plein de petits-enfants, tu Elles font verras. un beau mariage. Alors, Voilà, passons à l'héritage anatolien. Vas-y, j'accélère parce on va être dans la merde. ouais, on est hors cadre. Ouais, ouais, on va être dans la merde. Vas-y, héritage anatolien. Ouais. Alors, l'héritage anatolien, bah lui, l'Anatolie, quand on parle d'Anatolie, on parle de quoi? On parle essentiellement du peuple anatolien par excellence, les Hittites. Les Hittites, donc qui ont été une très grande puissance, hein, ils étaient en compétition avec l'Égypte, hein, et puis l'Égypte, pas les rejetons là de l'époque d'Alexandre, non, les pharaons égyptiens, ceux qui avaient des couilles, quoi. Donc notamment Kadesh, hein, tout ça. On va pas revenir dessus. Non. Mais bref, et donc en fait, ils ont beaucoup hérité des Hittites, notamment c'est pareil, les infrastructures, tout simplement, le maillage routier, le maillage des étapes, tout ça. Ils ont également hérité des Hittites premières relations avec les Grecs, puisque les Hittites, ça a été les premiers, en moins 1200, ouais, par là, 1200, 1300, c'était les premiers, entre guillemets, à me faire part des Grecs. Et oui, pas les Grecs. Oui, On va oui, dire les on a compris ce qui fait office de grec à l'époque, euh, les, les, Mycène. Myc- les Oui, Mycéniens, oui, tout à fait, tout à fait. les Minoens. Et c'est les premiers, les Hittites, ce sont les premiers à avoir nommé ces peuples-là. Voilà, ce sont les Ayahuia, etc. Bon, enfin, après, le Hittite, c'est pareil, c'est une langue assez spéciale. Après, je précise aux gens quand même que les Hittites disparaissent quand même des siècles avant l'émergence du pouvoir, au moins quoi, 200 ans avant l'émergence du pouvoir, comment dirais-je, de Perse, puisque on va avoir d'autres États qui vont émerger sur Oui, les tout à lambeaux fait. de ce qui Tout à était les fait, Hittites. oui. Oui, oui, notamment, effectivement, les Lydiens, Exactement, voilà, tout à les fait. Cariens, les machins. Bon, mais bien sûr, il y en a beaucoup. Mais il ne reste pas moins que ce sont les Hittites qui font rentrer, quelque part, les Grecs dans l'histoire, on va dire, internationale. Voilà. C'est les premiers à avoir eu des contacts avec les Grecs qui étaient déjà, effectivement, donc les Grecs, les Mycéniens, les Minoens, enfin les Mycéniens surtout, qui étaient déjà installés sur la côte turque. Et ils ont également hérité nos amis perses, ils ont également hérité, par rapport à l'Anatolie, de quelque chose de très important. Ils ont hérité de la Lydie. Alors Alors là, la je me Lydie, permets le petit insert, hein, on y revient dimanche, hein, c'est ma vidéo historique. Je pense que peu de gens connaissent le sujet, donc voilà, essaye de ne pas écraser vulgairement mes plates-bandes de tes larges rangers cloutés taille 45, mais laisse-moi un peu de matière, je t'en supplie. ouais, tout à fait. Non, non, mais en tout cas, si, tu peux mettre l'image, c'est laquelle, la 23, je pense. Ouais, tout à fait. Voilà, ils ont hérité, et voilà. Ça, c'est a priori la première, bon, même s'il n'y a jamais de première, mais on va dire, c'est considéré comme étant la première pièce de monnaie. euh, Je me permets encore une fois un commentaire. Ouais, ouais, vidéo sur le royaume de Lydie et Crésus plus particulièrement, tout à fait.
Et donc, les Perses ont également hérité donc du coup, du monnayage, en fait. Parce que battre monnaie, bon, mais avant les Lydiens, ça n'existait pas. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des unités de compte, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'échange, ça ne veut pas dire qu'on n'achetait rien. Non, Si, mais on bien sûr, utilisait de la matière première, hein, brut. voilà, brute, ouais, ouais, tout à fait. Exactement. On prenait tout simplement du métal, on prenait de l'argent et on le découpait au poids. Et on disait, bah voilà, je veux t'acheter une vache, bah tiens, je te file 30 grammes d'argent. Voilà. Voilà, je le coupe, je le découpe, voilà, tout simplement. Bon, c'est plus ou moins simple, mais voilà, ça marchait comme ça. Et donc, c'est la Lydie qui, la première, a eu l'idée de standardiser un minimum. Voilà. Et donc, du coup, les Perses, ils ont également hérité de ça, puisque en mettant leur pas dans ceux des Hittites, dans ceux de tous ces peuples-là qui ont suivi en Anatolie, bah, du coup, ils ont également ramassé, en guise de cadeau, bah, ils ont ramassé également tout simplement la façon de battre la monnaie. Et je crois que c'est assez intéressant dans le sens où, même pendant très longtemps, ils vont utiliser une monnaie, je sais plus jusqu'à quel roi, je l'ai noté ma vidéo dimanche, mais les Perses vont utiliser des monnaies tout à fait similaires sans même y apposer de signes de leur propre royauté et compagnie. Ça viendra Oui, oui, qu'après. oui. Oui, ça après, ouais, alors pas Je forcément. crois que ça Pas apparaît. pas très longtemps après, parce qu'après, bien entendu, là aussi, la monnaie, ça a un pouvoir. C'est pas uniquement celui de pouvoir acheter des choses avec, c'est également de distribuer et de répandre les images du roi. Ouais, mais D'ailleurs, comme tout, si tu veux. Mais je crois que Cyrus et Cambyse ne le feront pas. Je crois, hein. Je crois que c'est Darius le premier à le faire. je pense Et que c'est Darius aussi. Ouais. c'est Ouais. logique parce que, certes, effectivement, il faut. Nous, c'est notre conception à nous. Un peu l'historiographie. Tu sais que la monnaie représente aussi une partie du symbole du pouvoir qui transite de main en main. Mais il faut aussi que l'idée vienne. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi que tout n'est pas un processus automatique. Tu as les pièces en main et tu dis, ah tiens, ce serait bien que je mette ma gueule dessus. Entre guillemets, il faut qu'il y ait une certaine réflexion. Et je pense qu'au début, on a utilisé l'existence, si je puis dire, quoi, qui puisse continuer à assurer la même forme de transaction rassurante. Je ne sais pas quels sont les motifs, on ne le saura jamais, Ouais, mais ouais, bon. non, parce que c'est vrai, c'est compliqué on peut avoir que des idées, on peut avoir que des hypothèses, mais c'est vrai que ça servait essentiellement quand même à répandre les images royales, hein, parce qu'au final, c'est quand même, en tout cas pour la Perse, ce sont des monnaies d'or, les fameuses dariques, donc effectivement, hein, qu'on appelle du nom de Darius, voilà. Donc la pièce de monnaie, bah, c'est une darique, voilà. Bonjour, je veux une Macronie, s'il vous plaît, voilà, bon, mais pourquoi pas. Mais c'était des pièces en or. Et l'or, on est bien d'accord, c'est pas forcément la matière la plus pratique pour les échanges. Je veux dire, bonjour, je veux vous acheter un sandwich. Tu vas pas payer avec une pièce d'or, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Donc voilà, c'était quand même des symboles du pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça que sur les pièces perses, les dariques, on voit le roi avec un arc, le roi à cheval, le roi ceci, le roi cela. Bon voilà. Et effectivement, comme tu disais, avec toutes les variantes locales qui sont utilisées, hein, notamment sur la côte phénicienne, par exemple. Ouais, ouais, évidemment, qui sont utilisées aussi. Après, voilà, ça c'est la monnaie perse, proprement perse, royale. Maintenant, pour les échanges locaux, il est bien entendu que le mec, l'Égyptien qui est dans le delta du Nil, voilà, il va pas acheter ces trucs avec les pièces royales. Il va se servir soit d'une monnaie, s'il en a une, locale, soit il va continuer, soit à faire du troc, soit à acheter des trucs avec Oui, le bah métal. les deux systèmes, C'est on a un bisystème, oui, oui, moi c'est évident, c'est évident. On va avoir une continuité, et puis la pièce marque une rupture idéologique et compagnie. Pour son installation dans les transactions régulières et de la vie quotidienne, il faudra l'apparition de pièces plus vulgaires, type bronze et compagnie, oui, c'est évident. Oui. Oui, oui, le cuivre, tout ça, Tout à etc. fait. Ouais, ouais, Après, ouais. après, c'est toujours pareil. Ça suppose quand même, là aussi, toujours pareil, hein, ça suppose d'avoir des mines pour avoir le métal, Bien le sûr. métal brut. Il faut l'avoir. Ou du fleuve. Ou du fleuve, Ouais, effectivement. Mais si tu as les 2, c'est encore mieux. Heu, exactement. mais c'est aussi pour ça que d'ailleurs c'est aussi pour ça que la richesse, perse est proverbiale, parce que là aussi,
de par l'étendue du territoire, ah ben, des mines, plus ou moins, ils avaient tout alors sous la main, oui et non, parce que bon, si tu es à Persépolis et qu'il faut aller chercher des trucs en Égypte, tu dis ok, c'est toujours l'Empire perse, mais c'est quand même pas à côté. Mais il en reste pas moins que la maîtrise est perse. Les mines, elles sont perses. Et je pense que là aussi, que l'administration satrapique fait bien attention. Quand toi, tu te retrouves gouverneur, donc satrape d'une province, si tu as une mine d'or ou d'argent ou de cuivre, j'aime autant te dire que tu seras souvent on viendra te demander alors c'en est où? Ouais, ça jute un peu ou voilà. Voilà. Le mec, il a que des roseaux sur sa satrapie. Bon, ben lui, on va peut-être pas le faire chier pareil. Mais voilà, donc c'était des trucs très importants. Et c'est pour ça aussi que donc la richesse perse, bah oui, mais ça vient que ils avaient à disposition pratiquement tout, enfin pas tout ce qu'ils voulaient, mais Ouais, non, mais quand il y avait on quand comprend, il t'inquiète. voilà, ils contrôlaient tout, hein. Donc voilà, la richesse, c'est plus facile quand on peut tout piocher, quoi. Donc c'est aussi ça. Et donc du coup, cet héritage anatolien, et il est de ça aussi, cette fréquentation des Grecs, du monde grec, cette connaissance, même on va dire fragmentaire, périphérique du monde grec et le monnayage, hein, voilà, l'utilisation de la monnaie, avec bon, avec évidemment l'héritage, mais il n'y a pas grand-chose, pas vraiment d'héritage culturel, hein, par contre, contrairement à l'héritage élamite. Ce qui paraît logique, parce que tu vas emprunter à la culture plutôt là où tu t'installes, c'est plus rapide. La Ouais, diffusion ouais, culturelle est plus tu t'étends, sans doute que moins, effectivement, faut que ça arrive au voilà. centre, tu vois. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, autant en Égypte, en Égypte, les grands rois se faisaient représenter sous les traits d'un pharaon, quoi. Autant dans ces contrées-là, donc l'Anatolie au sens large, non, pas trop, quoi. Genre, il n'y avait pas eu besoin, pas besoin de, enfin, ils n'ont pas ressenti le besoin, la nécessité de sacrifier, on va dire, à des, euh, à des habitus locaux. Non, là, non. En Égypte, ouais. À Babylone aussi, hein, bien sûr, parce qu'à Babylone, le grand roi, il était également grand prêtre, Ouais, mais grand ça prêtre. s'explique aussi par des pratiques religieuses, mais j'en parlerai dimanche, effectivement, Ah, une mais conception religieuse. Non, 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 dis-moi. non, mais ce sera en deux mots, mais ça s'explique par une conception religieuse qui est différemment établie par rapport à l'Égypte pharaonique, très clairement, Mais, très clairement. mais dimanche, genre demain, quoi. Demain, pardon, putain, mais oui, mais parce que, en fait, oui, demain. Demain. C'est ça. Ouais. Voilà, d'accord. J'avais pas prévu, on devait pas se voir ce soir, donc voilà. Bon, je te laisse, vas-y, continuer sur la suite. Et je pense qu'après la succession hellénistique, on fera la coupure et je dirai un peu ce qui nous attend vendredi prochain. Je pense. Ouais, Vas-y. yes. Donc après les héritages qui ont permis à l'Empire perse d'être ce qu'il est devenu, il faut aussi s'intéresser aux héritages qu'il a laissés, et donc à ses successeurs, à ses successions. Il a hérité de beaucoup de choses, mais il en a également légué pas mal, hein. Et donc on va commencer, et on terminera ce soir, par la succession hellénistique. Parce qu'effectivement, la conquête d'Alexandre, elle a mené les Grecs, les Macédoniens en Perse, mais elle a également amené la Perse dans les Grecs, parce que du coup, tous ces Grecs qui découvraient, pour la plupart, même si les chefs devaient être quand même un peu au courant, connaissaient, savaient, ils ont eu des ambassadeurs perses, ils ont envoyé des gens en Perse, bon, mais il reste pas moins que pour le soldat de base, bah, ça a été un choc, ça a été une découverte. Je parle même pas d'aller jusqu'en Inde, hein, mais rien que la cour perse, voilà, ce sont des choses qu'on se raconte dans notre petit village là, d'Attique, ou, ou de Béotie, mais quand on y est, c'est autre chose. Et du coup, ils ont tellement été impressionnés qu'ils en ont ramené pas mal de choses. Euh, et Alexandre le premier. Alexandre le premier. On dit souvent le conquérant qui a été conquis par sa conquête, etc., etc. Mais oui, c'est pas faux. Même s'il y a des outrances dans toutes les représentations qu'on peut voir de nos jours, genre les films, les machins, il y a toujours un peu d'outrance. Mais il en reste pas moins quand même avéré que oui, que Alexandre le Grand, ben oui, il est devenu à moitié perse, hein. Enfin, en tout cas, dans l'esprit, il est devenu à moitié perse. Donc notamment par le biais
d'une espèce d'acculturation au mode de vie perse, la Persian Way of Life, hein, notamment par le fameux mariage de Suse. Et là, on reparle de Suse, où effectivement, ils se sont, lui, ainsi que je sais plus combien, bon là par contre, toi, tu le sais certainement mieux que moi, je me rappelle plus du nombre, mais enfin, ils étaient, je sais pas combien, 100 ou 200, ou Ah plus non, que j'en ai ça, même absolument pas. aucune idée. Je suis pas Wikipédia non plus. Je connais quelques trucs et je m'intéresse à pas mal de sujets, mais enfin, là, tu vas me rendre Non, mais trop. je sais plus. Moi, en tout cas, toujours est-il qu'il y a eu des mariages entre les Grecs Ah oui, oui, et oui, oui, ça c'est sûr. Non, non, mais et des là-dessus, on est Perses. d'accord. Je sais plus combien ils étaient, mais peut-être même 1000 ou Non, mais 2000. ça, c'est Je sais. comme si tu me demandais combien ils étaient au baptême de Clovis, hein. Il y a un moment, bon, j'en sais rien. Oui. Je- Non, mais parce que non, beaucoup. ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui est, enfin, on va dire, c'est quand même, comment dire, un événement qui a marqué les esprits Mais je grecs. connais pas très bien Alexandre le Grand, pour être honnête. Je me suis beaucoup plus intéressé aux périodes antérieures que la geste d'Alexandre. Je vais même te dire, je pense que j'y connais pas grand-chose. Une fois sorti d'Issos et ce que tu veux, je suis Oui, oui, non, pas bah, très bon. non, bah, mais bref, tout est-il qu'effectivement, qu'Alexandre a donc décidé, donc j'imagine dans un geste d'enrichissement Ouais, multiculturel, non, mais de n'est-ce pas? syncrétisme, hein, ça existe, hein, Ah, c'est pas. alors peut-être pas du syncrétisme, peut-être pas tant que ça. Enfin, syncrétisme, je sais pas, mais en tout cas, au moins dans un, voilà, dans un geste voilà, d'œcuménisme, on va dire. Donc de se marier D'irénisme, on avec. va dire. On va parler d'irénisme. Voilà. Ou d'irénisme, voilà, oui, pour rester effectivement dans la région. Donc oui, décider de se marier avec lui, avec une princesse perse, mais également qu'il y ait, je sais plus, donc effectivement, je pense 1000 ou peut-être 2000 soldats, de se marier également avec des Perses. Alors bon, je ne pense pas que absolument tous les soldats qui ont été contraints de le faire l'aient fait forcément de gaieté de cœur. Il y en a peut-être que ça devait intéresser, il y en a qui disent ah ben oui, pourquoi pas, machin. Ah Mais bah là bon, il y on en a est peut-être. là on est dans les brouillards et les brumes totales de Ah l'histoire oui, oui, bon. psychologique individuelle, va Ouais, savoir. ouais, 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 mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ça a été fait et imposé. Hmm. Donc, moi je veux bien, mais après l'enrichissement, quand il est imposé, bon, Ouais, pour moi c'est. c'est pour ça, je regardais le commentaire, c'est pour ça que je parlais un peu de syncrétisme. Pour moi, il y a Dieu seul sait ce qu'il en aurait fait à la fin. C'est sa mort qui effectivement est un impensé de l'histoire, mais est-ce qu'on est vraiment dans juste le multiculturel ou est-ce qu'on est dans une volonté vraiment d'établir quelque chose de nouveau? Bon bah sa mort, malheureusement ou heureusement, peu importe, nous coupe un peu tout le champ des possibilités. Va savoir Tout, quoi. tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la volonté de se mélanger Hmm. à finalement ce qui était quand même comme l'ennemi Oni. Et donc, alors bien sûr, on a gagné, on est vainqueur, mais il y a quand même une nuance entre être relativement généreux avec le vaincu et limite épouser, et là en l'occurrence au sens propre, épouser sa culture. Et donc, c'est quand même, ça, c'est quelque chose d'assez prégnant chez Alexandre, et c'est lui qui a déclenché ça, parce qu'en fait, il y a eu également des comment dire, des répliques, des secousses, comme dans les séismes. Il y a eu des répliques. Alexandre a initié ça. D'ailleurs, lui-même a adopté tous les attributs du grand roi. Alors les attributs physiques, hein, donc la couronne, le machin, tout ça, la cape, bon, bref, tout l'attirail, mais également les attributs comportementaux. Il paraît, là aussi c'est pareil, bon, on en sait ce que les chroniqueurs ont bien voulu nous transmettre, mais il paraît que là aussi, il a adopté les coutumes palatiales, auliques, on va dire, de cour, du grand roi. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait s'approcher de lui tête baissée. Quand on se retirait, il fallait se retirer à reculons, etc., etc., en faisant des gestes de la main, etc. Il y a toute une étiquette de cour qu'il a tout simplement adoptée. Et là aussi, ça a quand même choqué les Grecs, hein, parce que bon, on va dire que les relations gouvernants-gouvernés en Grèce étaient beaucoup moins formelles. Je veux dire, au bout d'un moment, le stratège, tu pouvais lui faire boire de la ciguë si tu voulais. Bon,
bah, je grossis, hein, mais il y avait ça. Alors que là, le roi devenait un petit peu quelqu'un d'inaccessible, de volontairement inaccessible. Chose qui n'était absolument pas dans les coutumes grecques. Et choses qui seront reprises par les successeurs d'Alexandre, notamment les Séleucides, à la pointe de l'épée, qui finiront par se récupérer, on va dire grosso modo, l'empire perse, toute la partie, on va dire, asiatique de l'empire perse. Les Séleucides adopteront complètement les mêmes modes de cours, les mêmes cérémoniales de Ouais, cours. je fais le distinguo en passant, c'est très intéressant les épigones et tout ça. Si tu t'y connais ou s'il y a des gens qui s'y connaissent, moi je suis toujours preneur parce que c'est quelque chose que j'aime bien, mais que j'ai jamais eu l'occasion de creuser plus que ça. Donc Ouais, voilà. alors ce qui est intéressant, moi je pense que ce qui est intéressant, enfin tout est intéressant, c'est pas le problème. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est effectivement l'histoire et la vie des royaumes successeurs plus que les batailles Ah pour la oui, succession. oui, oui, bien sûr. Parce que les batailles, enfin, je veux dire, entre la mort d'Alexandre C'est compliqué en jusqu'à plus, ouais, ouais. ah ouais, c'est un merdier impossible. Tout le monde backstab tout le monde. Mais non, mais finalement on est potes. C'est infernal. On en fait des caisses, mais au final, bon oui, d'accord, c'est important. Mais bon, pendant, on va dire pendant bien bon 25-30 ans, c'est le why complet. Oui, c'est pas vraiment très intéressant Non, 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 parce mais que voilà. je parlais d'eux en tant qu'entité sur la durée, ouais, tout à fait. Ouais, 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 là, voilà. Par contre, oui, l'histoire et la vie des royaumes successeurs, oui, oui, ça peut être très intéressant. Les permanences, les nouveautés, etc. Mais là, typiquement, pour ce qui nous concerne, comme succession hellénistique, bah, typiquement, bah, là, il faudrait peut-être mettre la carte, la Perse 9. Et c'est déjà Si, fait, Yargos. pardon, je vois un peu Mais le stream, oui, mais moi je suis là, t'inquiète pas. heureusement. Euh, Donc là, donc là, voilà, là on se retrouve avec, bah, en fait, pratiquement la même carte que l'Empire achéménide, sauf que bah, là, on a à la place l'Empire Séleucide. Voilà. Et donc, vous voyez que bah, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Même en termes de rien que les noms, hein, voilà, la Bactrie, la Sogdiane, la Bactrie, non, la Bactriane, la Sogdiane, la Parthie, etc., etc. Bon, les satrapies, en fait, sont restés les mêmes. Solokos, Antiochos, plus exactement, c'est pas emmerdé. Ah aussi, non, Solokos. Solokos. Solokos s'est pas emmerdé, il a gardé exactement la même structure, avec le même principe, des satrapes, donc des gouverneurs de province, hein, appointés par le roi. Le tribut, ben, ça reste tout pareil, ça reste la même chose. Enfin, lui s'est glissé directement dans les pompes du grand roi. Voilà, tout simplement. Avec son côté grec, mais en vrai, il y a plus grand-chose de grec. Il vit à la Perse, au moins dans les premiers temps, hein. Et il vit à la Perse, il vit parmi les Perses. Les 90% de l'encadrement administratif, ce sont des Perses. Voilà, je veux dire, il a repris exactement les mêmes étiquettes de cours, enfin tout quoi. Alors, déjà en plus il est dans les mêmes endroits, hein, aussi, donc voilà, je veux dire, c'est typiquement ça, c'est un héritage mais direct. Et lui, je sais pas, il s'en est pas caché. Et d'ailleurs, plus ou moins, les autres successeurs ont fait un peu pareil, hein. Ptolémée, il a fait pareil en Égypte, hein. Après, les autres, un petit peu moins, c'était un peu plus compliqué. Mais typiquement, Seleucos, lui, il a à fond, quoi. Voilà, il a repris la Perse, voilà. C'est un nouveau taulier maintenant, c'est moi. Bon, après, il a, bien évidemment, après, au fur et à mesure de ses, on va dire, de ses pertes territoriales, parce que bien évidemment, hein, lui, Seleucos, il a fait ce qu'il a pu lui, mais après, ses successeurs à lui, ses enfants, etc., les Antiochos, le un, le 2, le 3, le 5, le 8, etc., bah, ils ont fini par perdre des morceaux, hein, parce que du coup, à l'est, ça poussait. Je sais pas si vous voyez sur la carte l'Empire Maurya, quoi. Ouais, ouais, bah oui, l'Empire Maurya en Inde, c'est quelque chose aussi. Et donc, voilà, eux, ils ont grignoté. Bon, bref.
Après, là aussi, c'est toute une histoire, c'est tout un imbroglio avec les royaumes gréco-bactriens, gréco-indiens, etc. Mais bref, petit à petit, celui-ci s'est rapproché de la Méditerranée, voilà, au fur et à mesure de ses pertes territoriales. Bon. Donc, il est devenu un peu moins perse. Mais au départ, c'était vraiment ça, vraiment l'héritage total. Qu'est-ce qu'il a gardé aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, tu peux mettre la Perse 10, s'il te plaît. Bien sûr. C'est bon. T'inquiète, t'auras un peu de retard. Oui. Oui, là, ce que vous voyez sous les yeux, c'est une bilingue, on est d'accord, grec et araméen. La langue du dessus, bon, on voit que c'est du grec, hein, on reconnaît l'alphabet. Et par contre, l'espèce de petits salsifis, là, de petites nouilles, là, de petits machins, de petits spaghettis, c'est de l'araméen. C'est de l'araméen. Parce que l'araméen était la langue d'Empire. C'était la langue, comment dire, c'était la langue utilisée, la langue vernaculaire, comme on dit, de l'Empire perse, tout simplement. Il y avait le perse, bien sûr, qui était la langue officielle, mais qui n'était pas parlée par grand monde, hormis par les Perses. Donc pour communiquer dans tout l'Empire, il y a une langue qui faisait office de lingua franca, c'était l'araméen. Après, bon, il y a des variantes. Je peux vous épargner l'araméen d'Empire, Oui, etc., oui, etc. épargne-nous ça, oui. Voilà. Mais bref, donc l'araméen. Et du coup, là, ce que vous voyez, c'est une tablette écrite donc en bilingue grec et araméen. Parce que, bien évidemment, entre autres héritages, bah, les successeurs d'Alexandre, bah, ils ont repris l'araméen. Voilà, parce que le grec, c'est pareil, c'est bien gentil, mais quand on est au fin fond de l'Iran ou au fin fond de la Médie, quand on est sur la Caspienne, bah, le grec, non, les mecs, ils captent pas le grec. Donc, ils ont également conservé l'araméen comme langue d'échange, hein, en fait, entre la Syrie, entre la côte phénicienne, la Babylonie, le plateau iranien, etc. Et voilà, c'est l'araméen. Donc là aussi, ils ont parfaitement conservé cette langue, cette espèce de langue, voilà, de langue commune, plutôt que d'imposer le grec, parce qu'ils auraient pu. Le truc qu'il y a, c'est qu'ils auraient pu. Enfin, ils auraient pu essayer en tout cas d'imposer leur langue, point, en disant bah, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler ta langue, on n'a plus le droit de l'écrire, maintenant ça sera le grec, voilà, ça sera le grec d'Homère, voilà. Admettons, n'importe quoi, mais admettons. Pas du tout. Ils ont gardé également cet aspect multilinguisme, multilinguisme pour justement faciliter les échanges et puis aussi j'imagine pour éviter de se faire passer aussi pour d'avoir le mauvais rôle, hein, d'avoir le rôle du tyran qui impose ses lubies au pauvre peuple, etc. Donc je pense que là aussi ça a dû jouer, mais donc ils ont également gardé ça, c'est encore un héritage, ils n'étaient pas obligés, mais ils l'ont fait parce que c'était peut-être plus pratique. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils ont gardé? Ils ont gardé également la on va dire, la notion de diplomatie. Alors, c'est peut-être un peu pompeux de dire ça, la diplomatie intercontinentale. Alors oui, c'est un peu pompeux, mais il en reste pas moins que les grands rois, à part faire la guerre aux Grecs, il y avait quand même également des relations avec d'autres gens de par le vaste monde. Et les gens en question, ça va de tribus bédouines de l'Arabie Saoudite, enfin de l'Arabie tout court, mais bon, on va dire Oui, l'Arabie. oui. De l'Arabie heureuse et de l'Arabie malheureuse. Oui, mais bon, je dis Arabie Saoudite parce qu'au moins ça situe direct, hein. Mais de l'Arabie, bien sûr, de la péninsule arabique, hein. Ça va des tribus bédouines, ça va jusqu'au éventuellement à certains roitelets égyptiens, jusqu'aux rois indiens. Voilà. Donc, du coup, il y avait une espèce de diplomatie, de relations internationales. Tout se résolvait pas par la guerre, et il y avait bien évidemment, il y avait des traités, des échanges, etc., commerciaux, des négoces, etc. Et qui justement qui était à la mesure d'un empire aussi étendu que l'empire perse. Donc, il y avait une multitude d'intervenants, une multitude d'interlocuteurs, etc. Et du coup, les héritiers d'Alexandre
on poursuit ça, on poursuivit ça. Ils ont eux également, eux aussi, eu beaucoup de relations diplomatiques avec les marges de leur territoire, notamment Ptolémée, par exemple, avec les Nubiens par exemple, ou avec les tribus libyennes, Seleucos, lui encore lui, avec les rois indiens. Parce que, attention, hein, les Indiens, là aussi, c'est pareil, les Indiens, c'est pas vraiment non plus, c'est pas juste des cul-nus en pagne, hein. Il y a quand même des royaumes qui sont assez puissants, évolués, pour certains relativement centralisés, avec une administration conséquente. Voilà, genre c'est vraiment des pratiquement, c'est d'égal à égal, hein. Donc effectivement, tous les successeurs d'Alexandre, enfin notamment ceux de l'Empire perse et ceux de la Perse, enfin en tout cas de l'Asie, du Moyen-Orient et Ptolémée en Égypte, ont également se sont glissés dans les pas du grand roi en termes de relations internationales. Ils ont en fait repris le flambeau, juste en leur disant, ben voilà, maintenant, c'est plus le même patron, mais on va continuer à s'échanger des trucs. Je pense à Ptolémée notamment pour les mines d'or de Nubie. Là, typiquement, c'est le genre de truc sur lesquels bon, il fallait continuer à percevoir quelque chose. Donc, il fallait continuer à garder des relations avec tous ces gens-là. Là, c'est plus une contrainte qu'autre chose, mais malgré tout. Seleucos, par exemple, a eu beaucoup d'ambassades avec les Indiens, avec des rois indiens. Bon, il n'était pas spécialement obligé, mais c'était quelque chose qui existait à l'époque des grands rois. Il y avait de bonnes relations, puisqu'il y a pas mal, beaucoup d'Indiens, enfin, un certain nombre de soldats indiens qui sont venus se battre contre Alexandre, hein, à Gaugamel notamment. Il y avait des éléphants et tout, quoi. Bon, donc il y avait des relations. Et donc du coup, Seleucos, lui aussi, il a voulu, il a tâché de conserver ces relations-là. Un, pour bénéficier là aussi des facilités indiennes, hein. Les éléphants, en Perse, il n'y en a pas. Donc il faut les chercher en Inde. Et si j'en veux des éléphants pour me battre contre ce salopard de Ptolémée ou, euh, ou les autres boulets, il faut que je garde des relations, il faut que je fasse du négoce, il faut que je fasse des échanges, il faut que je promette des trucs. Bref, toute cette diplomatie qui existait de l'époque des grands rois, les héritiers d'Alexandre vont également conserver ça. Par contre, ils vont pas l'étendre plus que ça, mais ils vont la garder. Et ils vont garder d'essayer de garder de bonnes relations sans trop de conflits avec les pays étrangers, sachant qu'ils étaient déjà assez emmerdés à l'intérieur de leurs propres frontières sans forcément aller chercher la merde. D'ailleurs, aucun Non, ni ouais. Ptolémée, ni Aucun va Ptolémée étendre son territoire. Ouais. non, Non, non. voilà, Hmm. aucun ne va essayer de le faire. Ils vont essayer de reprendre des terres qu'ils ont perdues, ça oui, mais jamais de s'étendre. Non, l'extension, c'était pas dans leur projet. Bon, de toute façon, ils étaient là pour, entre guillemets, ouais, un peu pour faire les rentiers d'une situation, en fait, pour Non, non, mais conserver c'est du rendement. intéressant hein, qu'ils aient passé finalement plus de temps à se disputer cet héritage-là sur plusieurs décennies, voire siècles, plutôt qu'à essayer d'étendre leur propre territoire dans les grandes largeurs. C'était assez intéressant. Ouais, alors Euh, après, il y en a qui disent, il y en a qui disent que ils n'avaient pas le choix. Ils savaient, et peut-être qu'ils étaient peut-être, ça c'est, on va dire ça c'est l'explication positiviste qui dit qu'ils étaient plus sages qu'Alexandre et ils savaient très bien que ça les aurait mené à rien. Ah, mais Bon, l'un n'exclut pas l'autre, hein. Il y a toujours une explication. On n'a pas parlé de l'explication en tant que telle, mais disons que c'est un phénomène assez intéressant. Ça prouve qu'on a effectivement un territoire peut-être à son extension maximale ou des difficultés de gestion ou effectivement oui, oui, les oui, oui. problématiques entre eux, quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a un cocktail de choses qu'effectivement, soit une volonté de ne pas le faire, tout simplement, parce qu'on est bien comme on est, soit la conscience d'une impossibilité, ou alors d'une trop grande difficulté, comment dire, des trucs qui vont dépasser nos moyens, les gens vont pas être d'accord, je suis déjà un peu fragile, Ouais, est-ce puis que je peux me le permettre? le territoire que tu as, qui est limité aussi par des frontières naturelles ou des empires assez costauds du côté de l'Inde qui empêchent une extension à moindre coût, quoi. Et t'es bloqué aussi géographiquement. Ouais, c'est ce que Azad dit Après, dans peut-être, le commentaire. C'est vrai que ouais, t'es compliqué. Et puis t'as des points chauds avec tes voisins qui font que t'as déjà toute ton attention qui est tournée effectivement voilà, vers un après voisin. peut-être aussi des œillères idéologiques aussi. Genre, par exemple, Ptolémée.
en Égypte typiquement, lui, j'ai toujours l'image de comme il s'appelle, d'Anthony Hopkins dans Alexandre là, on C'est dirait vrai. Homer un peu, avec sa barbe blanche et tout, on le dirait échappé d'Athènes quoi. Bon, il devait certainement pas ressembler à ça, mais même s'il est mort effectivement dans son lit, bon très bien. Mais lui par exemple, je pense que c'est peut-être un blocage idéologique parce qu'en fait lui, il s'est tellement glissé dans l'Égypte pharaonique qu'en fait, du Oui, coup, ses limites territoriales, c'est les mêmes. non, Voilà, mais quand point. C'est vrai. on parlait de tous, hein, en général, effectivement, et surtout de leurs successeurs. Si tu veux, effectivement, pour ceux qui sont les héritiers directs d'Alexandre, peut se Tout à poser une fait. question de l'héritage et de l'idéologie après pour les autres. Enfin bon, je pense Et qu'on a par fait. contre, Dis-moi. juste un dernier mot pour finir, Ouais, mais sur ces vas-y, fais comme chez toi. non, sur ce succession linéistique, c'est que une des, comment dire, un des héritages les plus, entre guillemets, les plus flagrants, c'est qu'au final, tous ces Grecs, parce que bon, Macédoniens si on veut, Oui, non, mais peu importe, oui, t'inquiète. mais il y avait quand même aussi du vrai grec dans le tas. Il n'y avait pas que des Macédoniens de Macédoine. Mais bref, tous ces Grecs-là, ils sont, ils sont devenus des grands rois, en fait. Tout simplement. Et ils ne sont pas restés, ce ne sont pas des Grecs dans un pays étranger, ce sont devenus des grands rois. Avec tous les attributs du grand roi. Des attributs qui auraient fait vomir, un, Un grec du temps classique, hein. peut-être un Hérodote, peut-être un Xénophon, oui, peut-être même encore plus un Xénophon, peut-être. Ça les aurait fait mais vomir. Mais eux, ils sont devenus, quelque part, ce que les Grecs voulaient combattre chez les Perses, Ouais, ouais, quelque, je comprends. quelque part. Ouais, ouais, mais après, nécessité fait loi, hein, comme on dit. Ah, exactement. Euh, Ma Maintenant, foi, ils auraient oui. pu faire autrement, hein. Ils auraient pu faire autrement, mais ils ont fait comme ça. Hmm. Après, s'ils ont tous fait comme ça, peut-être qu'effectivement se poser la question de la possibilité de faire autrement. Mais bon, on a fait un petit tour, donc on a commencé les successions. Alors, du coup, vendredi prochain, nous continuerons à parler de ce sujet-là. On aura encore des choses à dire puisque tu nous parleras de la succession iranienne. Puis de la succession indienne, et ensuite on viendra, je pense, sur ce qui forme la conclusion, hein, chaînon manquant ou courroie Ouais. de transmission. Donc on a encore du contenu pour faire, à mon avis, une bonne heure de vidéo. Donc tu vois, tout confondu, là on est à 1h45, voire plus, 1h50. Tu rajoutes l'heure d'avant, 2h50, tu rajoutes une heure, on était plutôt à 4 heures. Donc finalement, je pense qu'on aurait été un peu juste Ouais, quoi en qu'il deux en soit. fois, donc il n'y a pas de regret là-dessus. C'est pas plus mal finalement. Donc du coup, programme, donc demain, parce que oui j'allais dire dimanche, mais force d'habitude, demain on parlera donc de Crésus et de la Lydie. On fera un gros point historique sur le sujet. Mercredi, on va donc intervertir. On parlera. Non, on parlera pas, qu'est-ce que je raconte? On fera éventuellement un petit Medieval 2 ou un Total War. Enfin voilà, si les gens sont intéressés, j'ai passé ça sur le Discord, mais pour le moment, pas de réponse sur des Discords de pro gamers. Et puis donc vendredi, on finit ce trajet qu'on a entamé historique et géographique dans tout ce Moyen-Orient. Voilà. Quand ça, pardon? Vendredi prochain. Donc, J'en sais rien, vendredi suivant, en mois d'août. Voilà. le premier. Le 1er août. Voilà. 1er août, vendredi prochain, tous les deux, on se Ok. retrouve à 21h ou 21h30, peut-être 21h, Ok. pour finir ça tranquillou. Voilà. Et puis, Ça marche. demain à quelle heure? Demain à 21h. Demain à 21h. Ce sera peut-être moins interactif, même si je lis toujours les commentaires quand même, mais parfois quand je suis dans mes développements, j'oublie un peu le monde autour de moi. Mais ouais, demain 21h, et puis voilà, donc le programme de la semaine, et ensuite on enchaînera comme d'habitude, je vous tiens au courant de tout ça. J'espère que ça vous aura intéressé en direct et que ça intéressera les gens. Ah, puis il y a tellement à en dire. Hmm. C'est sans fin, mais bon, c'est le but des réceptions aussi, hein. Moi, je peux pas tout traiter non plus, même si j'ai un programme, je sais déjà ce que je fais pour les 2 prochaines années, mais c'est tellement vaste en termes de... Même si j'essaye d'ouvrir les perspectives avec les vidéos nanisme et découverte, où on sort un peu de l'histoire rigide, qu'elle soit civile ou militaire ou administrative, mais Mais c'est très... on parle de ça, il y a pas Skiros qui va faire sa deuxième partie. De la révolution industrielle, ouais. Je l'ai programmé le 27 août parce qu'en fait, pour tout te dire, voilà, on finit pronto.
Mais j'avais prévu 2 semaines de vacances au mois d'août, mais pour des raisons familiales, je pourrais pas. Tu as le droit. Non, mais normalement, je pars en vacances, mais là, ma femme étant enceinte jusqu'aux yeux, on partira pas. Donc, du coup, j'ai fait des petites vidéos bricolage. Donc, il n'y a pas de réception avant le 27 août. Donc, normalement, le 27 août, on devrait avoir Skiros qui vient nous faire la deuxième partie de la révolution industrielle. Et donc, j'en profite en direct comme en différé. Si vous voulez passer pour les vidéos Nanisme et Découverte, et même toi, si tu veux revenir sur un autre sujet par la suite, à partir de septembre, c'est ouvert. Il y a encore, je sais plus, 7-8 créneaux sur l'année 2025 qui seront dédiés à des réceptions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire, des sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est toujours ouvert, il n'y a pas de souci. Moi, c'est toujours un plaisir. C'est le but premier et principal de la chaîne, de partager, de faire connaître les choses. Donc, ce que je peux pas faire, si des autres peuvent le faire, c'est tant mieux. Bon, je te remercie, Dargos. Je m'échappe parce que j'ai encore des trucs à finir. Et puis voilà. Non, ce sera pas un grand Bonne roi. soirée à tout Une le monde. une grande reine peut-être, mais ce sera pas un grand roi. Voilà. Bonne soirée à tous. Et puis, écoutez, à bientôt.